Bonjour à tous et bienvenue sur MJM Live. Voici Claire, moi c'est Mathéo, nous sommes tous les deux étudiants en montage vidéo en première année. Et ensemble, à l'occasion des journées portes ouvertes de l'école, nous allons passer 2 heures ensemble en live. Donc au programme, nous avons des interviews, des showreels, les projets réalisés par nos talentueux élèves de l'école tout au long de l'année, des mini-reportages et des jeux. Nous aurons le plaisir d'accueillir la directrice de l'établissement, les conseillères, des artistes ayant collaboré avec l'école, les coordinateurs, des élèves et des anciens élèves de formation montage vidéo, design graphique, architecture d'intérieur, décoration d'intérieur et stylisme. Et ce n'est pas tout, on se retrouve également demain, donc samedi, pour 2 nouvelles émissions. La première de 10h à midi et la seconde de 14h à 16h. Alors installez-vous confortablement et profitez bien de ces 2 heures avec nous. Et pour l'ouverture de cette première émission, nous allons recevoir la directrice de l'école, Jennifer Martin. Bonjour. Comment allez-vous ? Alors, prenez le micro, Ouais. n'oubliez pas de le mettre près de la bouche. Alors, comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Ça va, super. Donc aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. On est là pour les journées portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'y passe en ce moment ? Eh bien, les journées portes ouvertes, c'est vraiment un moment particulier pour l'école, puisque tous les étudiants vont pouvoir présenter leurs réalisations. Il y a de belles collaborations qui se créent au sein de l'école. Là, par exemple, vous avez votre superbe plateau qui a été réalisé par la section de décoration d'intérieur. Donc voilà, c'est une belle émulation. C'est également un moment où on invite les visiteurs à venir découvrir nos formations. Donc voilà, ils peuvent échanger avec vous, avec les étudiants, avec les formateurs, avec l'ensemble de l'équipe. Donc nous sommes ravis d'accueillir voilà, tous les gens qui viennent découvrir l'école lors de ces 2 journées. Très bien. On vous a préparé quelques questions. Ok, Voilà, j'ai pas souhaité les avoir en avance pour garder la surprise, et donc la je vous réponse écoute. authentique. Donc on va commencer par donc un peu qui vous êtes. Comment Oui. est-ce que vous avez débuté votre carrière d'architecte ? D'accord. Et comment ça vous a conduit à par la suite devenir directrice de cette école ? Oui, alors c'était absolument pas prévu au départ. Effectivement, j'ai une formation d'architecte d'intérieur et donc j'ai exercé pendant plusieurs années en agence. Ensuite, j'ai été formatrice. J'ai été formatrice pour des établissements publics, privés, des BTS en design d'espace, études et réalisations d'agencement, donc dans plusieurs domaines, pour des formations également pour adultes. Et alors ça, j'ai été formatrice pendant plus de 12 ans et ça m'a amenée donc à venir à l'école puisque je suis rentrée à l'école en tant que formatrice et coordinatrice. Et donc voilà, depuis maintenant 4 ans, je suis à la direction de cette merveilleuse école. Il y a une superbe équipe, voilà, et puis nos formations sont suffisamment riches aussi pour découvrir des domaines nouveaux aussi pour moi, puisque bien entendu l'architecture d'intérieur, la décoration, c'était mon domaine, mais là maintenant, voilà, j'ai pu aussi développer les connaissances dans les autres domaines que nous proposons, le motion design, l'infographie, le design graphique, le montage vidéo, voilà. Donc c'est super enrichissant. Donc très belle école, très belle équipe. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous en tout cas. Bon, mais c'est super, c'est super. Et en tant que directrice, quels sont les principaux défis que vous rencontrez d'une manière générale dans l'école, dans l'enseignement des différentes formations ? Alors il y a beaucoup de suivi et d'accompagnement des étudiants. Donc forcément, l'ensemble de l'équipe, nous sommes à l'écoute des étudiants, de leurs difficultés. Et c'est tout un travail. Il y a beaucoup d'humains. Il y a plus de 400 élèves dans l'école. Donc ça fait partie aussi de la formation que de vous accompagner au mieux. Il y a également l'équipe de formateurs à coordonner. Il y a toute une collaboration qui se crée entre les différentes formations. Et puis, voilà, c'est aussi les programmes, les projets, puisque chaque année, on lance des projets et des partenariats différents, ce qui nous permet également d'avoir des projets en situation réelle. Par exemple, début juin, on va avoir un projet avec le Clutch, où on va investir le musée des abattoirs. Donc là, on est sur un projet extérieur. Voilà, donc c'est un travail aussi d'échange et de communication avec l'extérieur. Ouais. La particularité de l'école et la richesse de cette école, c'est aussi le lien que l'on a avec l'extérieur, avec les entreprises,
Et au sein même de l'école, ce lien se fait. Donc pour les étudiants, pour vous, c'est plus facile après, il me semble, quand vous terminez vos études, d'avoir cet élan-là aussi de commencer dans la vie professionnelle parce que vous avez déjà eu cette rencontre dans l'école. Parce qu'il faut aussi souligner que nos coordinateurs à nous sont aussi professionnels dans la vraie vie. Exactement, donc, ça change tout. C'est ça. Ça change tout face à vous. Vous avez des professionnels en activité voilà, qui peuvent partager leur expérience, leur expertise. Donc c'est un plus, oui, pour vous. Très bien. Et pour vous, qu'est-ce que MJM a de plus par rapport aux autres écoles? Petite question un peu piège. Ouais, non, c'est pas piège, pas du tout. Je viens de le dire déjà un petit peu. Effectivement, je viens d'y répondre. Le plus, c'est vraiment le fait que nous sommes une école professionnalisante. Qu'au sein même de l'école, vous avez déjà ce lien qui se fait avec les entreprises. Il y a le job dating aussi qui est organisé en mai. Donc on fait venir les entreprises dans l'école et puis vous pouvez aller à leur rencontre. Mais également, vraiment, pour avoir travaillé dans plusieurs établissements aussi, je trouve que la particularité de cette école, on est à échelle humaine. Il me semble qu'il y a une bonne dynamique dans l'école et les étudiants s'y sentent bien. D'ailleurs, là, aujourd'hui, on a pas mal d'anciens étudiants qui viennent nous revoir. Donc, c'est que ça se passe plutôt bien pour eux et qu'ils ont envie de venir nous partager aussi leur expérience et ce sur quoi ils sont amenés à travailler à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est très important pour moi. Quand je vois que les étudiants ont envie de venir nous retrouver et échanger et nous faire part de ce qu'ils sont amenés à faire maintenant professionnellement parlant, c'est très important. Donc je pense que le gros plus aussi, c'est le suivi des étudiants. Voilà, nous avons des conseillères en formation qui vous accompagnent aussi, puisque chaque étudiant a une conseillère en formation qui l'aide et qui l'accompagne dans sa recherche d'alternance ou des problématiques qu'ils peuvent avoir pendant l'année. Donc ça, c'est aussi le plus, il me semble. Ok, on nous indique qu'on va devoir qu'on a pris un peu plus que je parle trop, c'est ça? On vous indique que je parle trop? C'était très bien, vous avez dit l'essentiel et tout ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous voulez rester encore un petit peu pour notre prochain invité, qui avec grand plaisir, l'artiste intervenu cette année pour collaborer avec la classe de décoration d'intérieur. Merci d'accueillir Swed. Swed qui prend peut-être la pause café. Ah, il faut lui dire de venir. Elle arrive. Très bien. Bonjour, attention le micro. Bonjour, Swed. Bon, mais je vais juste vous laisser pour cette petite entretien. Mais merci à toi, Swed, parce que voilà, c'est superbe ce que vous avez fait. J'avais quand même une question et ça tombe bien que vous restiez. Oui. Comment s'est passée donc la rencontre entre vous deux et comment vous êtes arrivés à MJM grâce à vous? En fait, j'ai découvert le travail de Swed lors d'une expo. Et Mr Freeze, voilà. Donc, et ensuite, elle a fait la une du Clutch Magazine. Et quand j'ai vu ses réalisations, effectivement, au moment des journées portes ouvertes, il y a toujours un thème particulier. Puisqu'il y a une identité visuelle. Il faut savoir que pour cet événement, vous avez eu le petit flyer. C'est les designers graphiques qui ont fait le flyer. Vous allez les recevoir après, donc je ne vais pas trop en parler. Mais il y a eu toute une signalétique, une scénographie, et il y a du coup une direction artistique un peu commune. Et Swed va vous en parler, mais elle a travaillé avec plusieurs formations pour développer ces réalisations-là, avec bien entendu l'accompagnement et le travail aussi de tous les formateurs et de tous les coordinateurs. Et vraiment, je remercie tout le monde. Je vous remercie, vous, les étudiants, parce que c'est vraiment un gros moment d'échange et de partage. Et vous avez vraiment fortement participé. Il y a une belle émulation d'équipe. Et merci aux formateurs aussi, à l'équipe pédagogique. Oui, on ne les oublie pas. Ouais, voilà, on a une super équipe, MJM Toulouse. Donc merci à tous. Et merci à vous. Et merci à toi, Swed. Et voilà, je te laisse parler de la suite. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous et belle émission. Et merci bien. Alors, comment ça va?
Un peu stressée. Un peu C'est pas stressée. un exercice très facile pour moi, mais ça va. Pas l'habitude Ça de parler va. en... Non. Ça va Nous non très plus, bien se donc passer. c'est très bien. Non, c'est On est cool. ensemble là-dessus. Pour commencer, on t'invite tout simplement à te présenter de la manière dont tu le souhaites. D'où viens-tu? Quel est ton parcours? On te laisse dire ce que tu veux à propos de toi. Ok. Donc moi je m'appelle Laetitia et mon nom d'artiste c'est Swed. Je viens pas du tout d'un profil artistique à la base. J'ai une grosse carrière dans le commerce. J'ai fait quasiment que ça. J'ai toujours dessiné par contre depuis que je suis petite et puis en fait il y a je sais pas une dizaine d'années j'ai repris des études pour passer un diplôme de designer graphique et développeur web. Et en fait je crois que ça m'a ouvert l'esprit, mon côté artistique. J'ai commencé du coup à faire de la peinture et puis je me suis dit pourquoi pas commencer à faire de la peinture sur les murs. Donc j'ai commencé dans un spot désaffecté toute seule avec une bombe. C'était pas terrible mais en fait à force de faire j'ai commencé à créer un compte Insta, ça a bien marché, j'ai fait pas mal de collabs avec des artistes toulousains et puis en fait ça s'est lancé comme ça. Et là depuis un an je suis à mon compte parce que j'avais beaucoup de demandes et avec le boulot ça marchait plus. Donc j'ai dû prendre la décision de me mettre à mon compte. Ok, à fond là-dedans du coup. À fond là-dedans depuis presque un an là. Ouais. Ok, super. T'es toulousaine? À la base, je suis de Haute-Normandie, une grosse campagne où il n'y a pas du tout de culture street, il n'y a pas de graffiti. En fait, je suis arrivée à Toulouse il y a 15 ans et là, j'ai pris une claque quand j'ai vu le périph', quand j'ai vu les murs. Là, je me suis dit, ah ouais, il y a un truc à faire. En fait, ça m'a ouvert ça m'a donné une autre vision en fait, de l'art, de se dire qu'en fait, on peut faire des grands trucs et on peut investir plein d'espaces. Et puis Toulouse, c'est pas mal pour ça, pour le street art, la Toulouse, culture un peu hip-hop, c'est pas mal. Ouais. Hein. Oui. Ouais, c'est sûr, Une c'est bonne pas mal. culture street, c'est très intéressant, ouais. Et alors du coup, comment tu as trouvé ton style et ton univers, puisque apparemment tu as mis de côté, ou en tout cas tu n'as pas tout de suite révélé en fait au grand jour tes envies artistiques et ton univers artistique. Comment tu l'as découvert? Comment tu t'es découvert en tant qu'artiste en fait? En fait, c'est vraiment quand j'ai repris les études et que j'ai fait ce diplôme de designer graphique, le fait d'être avec d'autres personnes, de découvrir de nouveaux univers, de découvrir des références artistiques que j'avais pas forcément parce que j'avais pas fait de parcours d'études dans l'art. Et en fait, c'est à force de gratter, quoi. J'ai gratté pas mal de papiers, j'ai cherché des motifs. Et en fait, je suis tombée sur ce motif qu'on voit un peu partout, qu'on voit beaucoup dans l'école d'ailleurs, là. Et ça a été un peu une révélation. Donc c'est un peu mon motif signature. À chaque fois que les gens voient ça, ils savent que c'est moi. Et ensuite, la géométrie, parce que j'aime bien me mettre des challenges. Du coup, quand je fais des gros murs, il faut que je crée des grands compas, des grandes règles. Et j'aime bien ce côté un peu technique. Et puis je pense que ça répond aussi à mon esprit un peu carré. Ça reste très géométrique, très clean. Voilà, ça vient de là. T'as vraiment trouvé ta patte graphique à toi? Ouais. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu travailles en général pour tes créations? Est-ce qu'il y a une manière est-ce qu'il y a un procédé technique qui revient assez souvent, ou est-ce que... Il y a beaucoup d'outils de mesure, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de le compas, la règle, chercher comment faire pour avoir des traits droits sur les murs, donc des niveaux laser et tout ça. Mais souvent c'est à l'instinct en fait. Moi rarement je prépare des maquettes. Des fois je suis obligée pour des clients ou sur des chantiers parce qu'on veut un visuel avant. Mais généralement c'est toujours à l'impro quoi. C'est sur le moment, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je fais ça. Ok, c'est vraiment la main qui guide ton art, quoi. C'est ça. Ok, très bien, très bien. Et donc là, tu as collaboré donc avec les élèves de déco pour concevoir notamment ce plateau. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, la collaboration avec eux. Qu'est-ce que tu leur as fait découvrir? En quoi est-ce qu'ils ont pu s'inspirer de toi? Et voilà, qu'est-ce que tu leur as transmis? On a eu plusieurs sessions. Déjà, on a fait pas mal de recherches papier. Du coup, donc en fait, eux, ils avaient comme consigne de respecter ma direction artistique, donc rester dans mon style, avec des références que je leur avais données. Et donc, on a fait des recherches papier. Ensuite, on a fait des maquettages pour voir ce que ça pouvait donner. Franchement, tous les projets étaient vraiment cool. Mais après, techniquement, il y avait aussi ce truc de... on n'avait pas beaucoup de jours pour installer, donc on ne pouvait pas non plus se lancer dans des installations de dingue, même si ça aurait été vraiment chouette de pouvoir mettre en place. Il y avait des projets vraiment cool. Donc là, du coup, c'est moi qui ai proposé la maquette finalement. Et en fait, eux ont fait toute la réalisation. Donc, ils ont dû respecter des mesures, respecter aussi... ma façon de faire, parce que moi en fait je suis un peu maniaque, donc si ça dépasse faut retoucher. Donc je pense qu'ils ont réussi à développer en fait une rigueur de travail
par le biais de mon travail, quoi, et aussi de réaliser un mobilier. Il y a eu cette technique de cintrage. Sur la maquette, ça marchait hyper bien, mais on s'est dit en réel, qu'est-ce que ça va donner? Et au final, ça marche hyper bien. Donc voilà. Et je pense qu'aussi, au-delà de la technique et des compétences que j'ai pu leur apporter, je pense qu'il y a aussi beaucoup de transmission, d'expérience personnelle, de prise de confiance en soi, de se lâcher, en fait. Je pense que ça a été un gros partage aussi humain, au-delà de la technique et des compétences. C'était la première fois que tu intervenais dans une école? Tout à fait, ouais. Tu vas continuer à le faire? J'aimerais bien. Ouais, je crois que ça m'a créé un... J'aimerais bien continuer à transmettre, en fait. Ça me plaît vraiment. C'est super. Et est-ce que toi, tu as réalisé un projet dont tu es vraiment particulièrement fier, une commande? Quelle commande tu as vraiment été fier de réaliser pour un client, par exemple? Je crois que je les ai tous aimés, en fait. Hein. Il n'y en a même pas une qui se démarquerait un peu plus des autres En fait, j'ai eu une commande pour une personne en particulier. En fait, c'était une dame que j'ai rencontrée sur un festival qui a aimé mon travail et qui m'a fait. D'ailleurs, on la voit juste derrière, là, ça tombe pile poil. Et en fait, c'était pas forcément la plus gigantesque ou quoi, mais encore une fois, le côté rencontre, partage, c'était drôle. Elle avait le même prénom que moi, on était du même signe astrologique, ça a créé des liens et on se voit encore. Enfin, on prend plaisir aussi à discuter et tout, donc. Ça, c'était un vraiment chouette projet, quoi, parce que du coup, je suis restée 2 jours chez elle, donc il y a eu ce partage d'intimité et tout, c'était vraiment cool. Super. Une dernière petite question, parce qu'après, ça va être l'heure. Est-ce que il y a, comment est-ce que tu as trouvé ton style? De quoi est-ce que tu as pu t'inspirer tout au long de ton processus de création? Est-ce qu'il y a un artiste, un univers? En fait, pas vraiment, à la base. Ça m'est venu comme ça. Et c'est plus à force de faire des expos et de rencontrer des gens qui m'ont comparé avec d'autres artistes de style Sonia Delaunay, Mondrian, où là, du coup, en m'intéressant un peu au cubisme et tout ça, j'ai trouvé des références qui me faisaient penser à mon travail, mais en fait, ça m'est venu vraiment comme ça. Je me suis pas inspirée d'un truc en particulier, en fait. Ok. Voilà. Ok, c'est un cheminement qui s'est fait un petit peu tout seul, naturellement. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Tu aurais par hasard un mot pour décrire ton travail? Pour caractériser... Carré. Carré. C'est sûr. C'est assez carré. Même quand c'est rond, c'est carré parce que ça dépasse pas, quoi. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Et j'imagine aussi dans le sens carré, rigueur, peut-être. Exactement, aussi, ouais. Merci à toi d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était cool. Et merci. On te souhaite plein de succès et d'autres collaborations au sein de l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu, à bientôt. À bientôt. Il est temps maintenant d'accueillir 2 invités dont le rôle est indispensable au sein de l'école. Il s'agit de Lise Fevrier et Lucille Ménili, qui sont conseillères en formation au sein de MJM Toulouse. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Bonjour, bonjour. Ouais, tout le monde a un Comment micro, ça c'est va? bon? Pas trop stressé? Si, un peu. Bon. C'est la première fois que je tiens un micro, je crois. Ça va passer. Ah Ah, bon? c'est Ouais. vrai? Toi aussi? Non, c'est pas la première fois que je tiens un micro. Plus à l'aise, d'accord. Nickel. Et vous, ça va? Et nous, ça va. Là, Ça va, on est nickel. dedans, donc il n'y a plus qu'à. Allez, On se lance. ok. Bon, super, on vous a préparé aussi quelques petites questions, vous vous en doutez? Surprise. Surprise, question surprise, pas compliquée mais surprise. Est-ce que vous pouvez, en 2 mots, nous expliquer votre fonction au sein de cette école? Oui. Votre poste? Allez, je commence. Allez, ça marche. Du coup, moi, je suis conseillère en formation. L'idée, c'est que, vous le savez, vous, en tout cas, on vous reçoit, en fait, au moment des rendez-vous d'admission pour vous expliquer un petit peu la formation, voir un petit peu votre profil, votre parcours professionnel. On vous dit si vous êtes admis ou pas. Et par la suite, on s'occupe de tout l'administratif et également de vos placements en entreprise si vous le souhaitez, donc que ce soit en stage ou en alternance. On va vous aider à trouver de l'alternance, mais là, du coup, il y a Lise qui prend le relais sur cette partie. Alors par contre, techniquement, je ne sais pas si le micro est bien branché. C'est normal, il est sans fil. Il n'y a pas de souci, on a fait les tests avant. Tout le monde vous entend. Super, merci. Donc effectivement, moi j'ai un rôle un petit peu différent. Premièrement, j'étais remplaçante sur les mêmes fonctions que Lucille. Je remplaçais Carole pendant son congé maternité. Et à présent, je vais sur un poste de chargé relations école-entreprise où je vais vraiment accompagner les étudiants qui sont déjà admis dans la formation pour effectivement les accompagner à l'insertion professionnelle. Que ce
soit à travers l'alternance, à travers des stages ou même des jobs étudiants pour vraiment qu'ils appréhendent leur cœur métier, les codes du travail pour leur future employabilité. Donc toi, c'est vraiment plus spécifiquement donc le lien entre les élèves et les entreprises, c'est ça? Exactement. Ok, super. Donc... Est-ce que vous voulez... Pardon, excuse-moi, je me suis dit que tu avais un petit trou. Il y a trop de questions, il faut que j'en choisisse. Bon, les tu plus sais quoi, intéressantes. j'y vais et tu poseras la prochaine. Moi, je voulais savoir quelles qualités sont requises selon vous pour être des bonnes conseillères efficaces pour les étudiants. Très bonne question. Alors ça, je pense que c'est pas que dans notre métier, mais même peut-être dans les vôtres, être à l'écoute en fait, à votre écoute de qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous avez envie de faire par la suite, votre projet professionnel, qui vous êtes. Et ça, je pense que c'est valable dans tous les boulots où il y a de l'échange en fait avec l'humain, et puis s'adapter à vos profils aussi, donc l'adaptabilité. Et je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Pour ma part, vraiment sur l'accompagnement et la recherche notamment d'alternance ou de job ou autre, c'est vraiment vous sortir de votre zone de confort, parce que souvent vous êtes cantonné à un rôle un peu scolaire, étudiant, et c'est vraiment de vous confronter à vos futurs employeurs, être dans une démarche et dans une posture professionnelle. Donc c'est vraiment la recherche... le changement, l'accompagnement de la phase pré-adulte à adulte, et à passer sur des sujets pro, et à passer à l'action pour vous positionner sur des postes, et que ça vienne de vous, surtout. Donc être à l'écoute, encore une fois, et essayer d'aller chercher au plus profond de vous. C'est pas toujours évident pour les étudiants, le passage du scolaire au professionnel. Ça peut être un moment un peu délicat pour pas mal de monde, le passage en entreprise. C'est vrai. De vous avoir parmi nous, c'est quand même sympa de se gentil. sentir épaulé, bien sûr. C'est gentil. Bien sûr. Après, l'école le permet aussi avec les projets quand même, parce que vous êtes quand même mis, on le voit, vous êtes quand même mis en situation. Ouais. Donc en fait, l'école le permet. Donc je pense que le passage, il se fait assez doucement tout au long des études, mais on le voit au moment où vous venez pour les entretiens d'admission, vous êtes vraiment totalement différent du moment où vous sortez de l'école. Voilà, déjà au courant de la première année, on voit des grosses évolutions chez vous, donc et après ça fait que changer jusqu'à l'obtention du diplôme, et l'après, on a encore plein d'étudiants qui viennent nous voir, et voilà, on sent du changement chez vous, donc c'est cool. Et puis si on a une question, nous également, pour avoir un peu le retour côté étudiant, comment vous nous percevez vous, de votre côté? C'est quoi les qualités? Alors c'est vrai que très souvent notre premier rapport avec vous, il s'effectue pour les entretiens d'admission, donc je pense que le premier sentiment, c'est la peur un petit peu. C'est vraiment c'est vraiment le stress. Moi je me souviens personnellement, donc vous étiez ma conseillère. J'ai fait Paris-Toulouse pour venir en entretien, et c'est vrai que je me suis dit je fais autant de trajets, j'ai pris un train de nuit avec couchette, il faut que je reparte avec le tampon Anise. Ça, tu me l'avais pas dit par contre. Non, mais c'était... Que t'avais fait autant de... Non, j'ai bien gardé ça pour moi. Non, si, il me semble que je l'ai précisé. Et voilà, donc c'est sûr qu'au début, oui, on est un peu... on se sent vraiment testé et mesuré, mais c'est aussi une bonne chose, parce que... On doit être certain en fait de savoir pourquoi on veut devenir, quelles sont nos motivations, etc. Donc je trouve ça vraiment très indispensable. Tester, mesurer avec bienveillance quand même. Je pense. Oui, ça va. C'est sûr. On essaie quand même de vous mettre à l'aise. L'objectif de l'entretien, c'est d'être sûr que ce que vous avez envie d'apprendre, c'est ce que l'école va pouvoir vous apporter aussi. Et inversement, d'être sûr que vous allez être au bon endroit en fait. Bien aussi. sûr. Qu'on répondra également à vos attentes. Aussi. C'est important. Qu'est-ce qui est le plus important justement pour un entretien? C'est plutôt le book ou la lettre ou les motivations? Je peux dire aucun des deux. Non, pour moi c'est plus, je pense, pour moi c'est plus le projet professionnel, qui soit mature, bien compris, bien envisagé, la bonne compréhension du métier que vous visez, parce que chez nous, au-delà d'une formation, souvent vous visez plutôt un métier en fait, ou une palette de métiers. Pour le montage vidéo, on va être plutôt sur une palette de métiers, et c'est vraiment la compréhension de celui-ci et du monde du travail, et de ce qui va vous attendre après. Évidemment que la lettre de motive, et puis
et le book va être important. Ils sont obligatoires dans tous les cas, mais pour moi, je trouve que c'est plutôt Pour ça. toutes les filières, ils sont obligatoires, les books? Oui. Oui, ok. Oui, Ça peut adaptés. être une question, Ils peuvent être un peu adaptés en fonction de la filière. Évidemment, on ne veut pas voir forcément la même chose pour de l'archi que pour du montage vidéo, mais oui, obligatoire de venir avec quelque chose en tout cas. D'accord. Ok. Peut-être dernière question, on va voir. Est-ce qu'il y a un parcours requis pour pouvoir arriver à atteindre votre poste? Quel parcours vous avez effectué vous pour en C'est arriver là? marrant parce qu'on a commencé par la même filière. On a fait un DUT technique de commercialisation toutes les deux, Lucille et moi. Et après, moi, pour vous parler de mon parcours, je suis partie dans une école de commerce en Allemagne parce que je viens de la frontière franco-allemande. Et par la suite, moi, j'ai fait mon parcours en alternance et j'étais chargée d'affaires chez Vinci. Et ensuite, je suis passée dans un cabinet de recrutement en tant que conseillère en recrutement. Ok. Et moi, je suis plutôt un bébé MJM, du coup. J'ai commencé en fait sur le campus de Strasbourg, parce qu'à l'époque, j'habitais là-bas. J'étais à l'accueil, donc j'ai aussi une formation commerciale comme Lise, pardon. J'étais à l'accueil, et puis le poste de conseillère, je le trouvais plutôt intéressant. Voilà, donc ensuite, je suis passée conseillère à Strasbourg, et puis à Toulouse, bon, parce que plus pour des raisons personnelles. Voilà, en fait, il n'y a pas de parcours type, parce que du coup, je commence à connaître pas mal de conseillers, et on a tous des parcours hyper différents. Ce qui va être vraiment important, c'est une belle aisance relationnelle et puis à l'aise avec, avec les autres et avec l'administratif aussi, parce qu'on fait pas mal, beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de savoir bosser en équipe. Vous allez discuter avec les autres collègues, et vous le voyez, je pense, au quotidien, on travaille énormément ensemble. Voilà, on dépend tous un peu les uns des autres. Donc, voilà. Il faut vraiment aimer le relationnel, parce que c'est vraiment ce que vous faites c'est un la poste journée, qui demande beaucoup de polyvalence et de qualités différentes, que ce soit commercial, relationnel, d'écoute. Même des fois, on peut dire même qu'il vaut au-delà de nos capacités, même au-delà du pédagogique et du psychologique, sur de l'accompagnement étudiant, et également administrative pour toutes les démarches en alternance ou stage. D'accord, super. Quelque chose à rajouter? On espère que MJM vous plaît beaucoup. Nous aussi. On restera encore longtemps. Nous, on y est bien. On est là encore. On a encore 1 an et demi là avec vous. On est ravis. Voilà. Et je pense que ça va être bon pour nous. On vous remercie grandement d'être venus. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Bonne continuation. Hop, les micros, tu peux le poser. Ouais. Ok. On va maintenant accueillir donc Fanny et Léa, qui sont étudiantes en 2e année de design graphique. Bonjour. Ah, il y a un micro, voilà. Comment ça va? Pas trop stressé? Un peu. Première interview peut-être? Ah oui, dernière sûrement aussi. Derrière, non, ça va pas être si terrible que ça, je pense. Alors, expliquez-nous un petit peu. Donc, vous êtes en 2e année de design graphique. Alors, qu'est-ce que c'est le design graphique? Quelques mots pour ceux qui n'y connaissent absolument rien. Alors, le design graphique, c'est super large. Et je pense que c'est un peu aussi une base pour tous les métiers qui sont appris à l'école. On fait beaucoup de mise en page. C'est un peu la base de tout. Ouais. Donc, on crée des logos, des affiches. C'est un peu ce qui peut parler aux gens peut-être. On fait un peu de web design, du packaging, habillage. On a fait un petit peu de création, de conception. Ici aussi, on voit. Après, je sais pas si tu as des trucs à... Je sais pas si tu as dit. On a fait du packaging, je sais pas si tu l'avais dit. Ouais. Après, on a fait tout ce qui est... On a une bonne partie aussi en marketing, en communication sur les réseaux sociaux. C'est vraiment du 360 quoi en fait. Ouais, on voit un peu tout pour le coup, tous les aspects d'un projet. On y passe un petit coup d'œil quand même quoi. Ouais, c'est peut-être un peu moins centré sur une seule chose comme peut-être d'autres formations de l'école. Et oui, et du coup on nous demande de tout faire en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache faire tout ce que vous savez faire, tout ce que ceux qui font du web design sachent faire, le motion pareil. Du coup en vrai, c'est un peu tout. C'est en combien d'années votre formation? Alors, du coup, on a 2 ans de design graphique.
Et après, on a une première année de prépa. Du coup, c'est de l'infographie. D'accord. Et voilà. Oui, en fait, c'est 2 formations séparées ici et qui, associées les 3, on fait un bachelor et on a des épreuves européennes, en fait. Une épreuve d'anglais et un QCM sur, je crois qu'il y a du droit de l'entreprise européenne pour avoir la nomenclature bachelor, en gros. Sinon, c'est 2 formations distinctes. Vous avez une épreuve d'anglais, donc ça c'est plutôt pour travailler à l'international, c'est ça, j'imagine? Oui, bah, du coup, bachelor, c'est à l'échelle de l'Europe, en gros. Du coup, bah, forcément, l'aspect bilingue est important. Oui, j'imagine. Mais voilà, c'est plus une formalité qu'autre chose quand même, parce que la vraie formation, ça reste le design graphique et ce qu'on fait sur nos projets. Et voilà. Je pense que... Vous nous avez parlé de cette grande palette à laquelle vous touchez, toutes ces différentes matières, on va dire. Est-ce que pour vous, personnellement, il y en a une qui ressort un petit peu, une préférence? Ouais, il y en a toujours. Toujours on a nos spécificités. Hein, donc, la mise en page, j'aime bien. Le web design aussi, c'est nouveau. Encore, on n'en a pas fait énormément, mais c'est chouette. Ouais, moi c'est pareil, ça va être mise en page et tout ce qui va être affiche pour les événements, j'aime beaucoup. Ouais. Logo aussi, c'est sympa. Ouais. Mise en page, bon, on comprend un petit peu à quoi ça correspond, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple type d'un projet de mise en page que vous avez eu? Du coup, oui. On a fait un dépliant. Oui, vous avez réalisé le flyer pour les JPO. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous raconter? Ouais, c'était celui de l'année dernière, du coup. Ouais. Et donc, en fait, l'objectif, c'était l'impression risographie. Donc, vous voyez la superposition des encres qu'il y a sur le on voit un petit peu en transparence, oui, comment c'est fait, ça? Et en fait, c'est une impression qui se fait par couche de couleur. Okay. Du coup, l'enjeu, c'était un peu de jouer avec ça. Et avec les infos que, du coup, on nous a données sur l'école et tout ça. Et donc, on était tous un peu en compétition dans la classe. Et voilà, du coup, il y en a un qui a été sélectionné pour être imprimé. Et donc, c'était très chouette à faire. C'était super intéressant. Pour le coup, là, on a vraiment fait un projet jusqu'au bout, jusqu'à l'impression. On a fait le façonnage aussi, donc découpage, plié et tout. Donc c'est trop chouette. Puis après, il est resté super longtemps dans l'école, donc tous les matins, quand on arrive, on était là. Encore d'ailleurs. Ça, c'est le super beau, c'est vraiment beau. Du coup, franchement, ça, c'était chouette. À quel point est-ce qu'on vous a plutôt donné carte blanche ou plutôt une liste de directives à suivre pour faire un beau flyer? Comment ça s'est passé un petit peu? Il y avait un peu des deux. Ouais. Il y a des contraintes. Les couleurs, on les a pas choisies, on avait tous les mêmes. Ok. Le format du dépliant aussi. Et le contenu, c'était donné. Il fallait qu'on fasse tout rentrer. Et par contre, à partir de là, avec ces contraintes-là, on faisait ce qu'on voulait. Ouais. Donc, j'imagine il fallait forcément qu'il y ait le logo MJM au moins. Oui. Mais par contre, oui, voilà, c'est ça. C'est la typo, j'imagine, les illustrations à l'intérieur. Vous avez eu. Ouais, tout ça c'était plutôt libre. Après, on était libre sur les typos et sur la composition, du coup la mise en page du dépliant. Mais ce qui était bien, c'est quand même la contrainte technique finalement qu'il y avait du type d'impression et des contenus qui fait partie de la réalité. Dans la vie, on n'est pas toujours libre sur ce qu'on fait et il y a souvent des normes. Donc c'était aussi l'avantage qu'il y avait sur ce dépliant du coup à faire pour l'école. Et je vois aussi, il y a un autre projet, j'ai vu, il y avait marqué Rocamadour. Ouais, c'était un logo. On a travaillé sur les cités médiévales en début d'année, là. Et donc, pareil, on avait des contraintes et on devait faire une refonte de l'identité de chaque ville qui nous était attribuée. Okay. Donc, Rocamadour, du coup, là, c'était le mien. Donc là, du coup, j'ai créé une grille typographique en me basant sur les grilles des vitraux. Parce que c'est une ville de pèlerinage, Rocamadour. D'accord. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai créé des lettres, l'alphabet, en fait. T'as vraiment dû user d'imagination pour faire quelque chose qui se démarque. Vraiment beaucoup de temps. Mais j'en suis contente. Ça se voit, c'était chouette. Vraiment chouette. Ok. Est-ce que, d'une manière générale, pour vos réalisations, vous avez chacune d'entre vous des références, des artistes que vous aimez ou des designers? Ou est-ce que ça se fait un peu plus au talent, on va dire? Talent, c'est compliqué de parler de talent. On a beaucoup quand même de sources d'inspiration. Après, au niveau des artistes, c'est tellement large. Prendre un exemple sur un artiste en particulier, c'est compliqué.
Puis bon, on est encore en études, donc on est Ouais, novices. C'est dur d'avoir de des l'exploration, références. on cherchait votre C'est de style, l'exploration. etc. Mais est-ce que vous avez une petite idée de la préformation ou est-ce que sur quel type de poste vous aimeriez être, peut-être dans quelle entreprise, je sais pas, un job rêvé, vous avez une petite idée? Ouais, moi je kifferais bosser après pour les lieux culturels de type théâtre et compagnie, ou pour les événements sportifs. Plutôt faire donc les flyers, des logos non, tout ce qui est, aussi parce que ça fait partie de notre boulot, mais après voilà, tout ce qui est plutôt l'esprit culturel, ça va être surtout pour la mise en page, et après pour le côté sportif, ça va être les affiches et compagnie. Ok. Et toi, Fanny, une idée? J'ai plein d'idées et à la fois pas du tout. En fait, c'est un peu compliqué de se projeter. On est toutes les deux en alternance, donc quand même, on a un peu conscience de ce qu'est la réalité du travail aussi, et qu'on va pas tout le temps faire des trucs qui vont nous plaire à 100%. Mais sur du long terme, forcément, peut-être être en freelance, ce serait un confort. C'est sûr. Ça laisse une liberté sur le choix des projets qu'on veut faire. Pas à 100% non plus, parce que évidemment, tout le monde va pas faire appel à moi et tout. Mais ouais, et j'aimerais bien. On a fait un peu de code, de développement, tout petit peu, des toutes petites bases. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'a un peu fait kiffer. Et mon frère est développeur, donc peut-être. C'est nickel ça. Peut-être que le frère va t'initier un peu plus en profondeur là-dedans. Ouais, franchement, j'aimerais bien par curiosité. Juste ça, déjà, j'aimerais bien. C'est une très bonne idée, ça, d'être polyvalente. Ouais. Surtout que. C'est toujours un arc une corde de plus à notre arc. C'est ça. Et puis tout se rejoint un petit peu au final, donc. Tout est lié finalement, donc oui. Oui, carrément. Ok, comment ça se passe en entreprise pour vous? Est-ce que ça vous plaît déjà? Ouais, ça nous plaît. Heureusement, sinon on ne serait pas en deuxième année, je pense, de Bachelor. Ça se passe pas toujours bien. Ouais, c'est cool. Du coup, pour le coup, on a eu 2 parcours bien différents. Moi, j'ai été l'année dernière déjà en alternance en première année. J'avais commencé avec une petite entreprise qui montait en fait ses cours de maths en ligne. Et cette année, grosse opportunité, je suis à la mairie de Toulouse. Donc c'est cool. Bravo. Merci. C'est cool. Petite star. Et toi? Moi, du coup, j'ai fini tant bien que mal par trouver une alternance après main compliqué sur Toulouse? Non, je suis à Albi. Ok. Mais le format d'alternance de l'école du coup permet que je puisse aller à Albi sans me payer un deuxième loyer, parce que là, ça aurait pas été possible du tout. Et je suis dans un studio graphique en fait à Albi qui fait de tout du coup, et c'est aussi une imprimerie. Donc ça, c'est chouette. Je vois cet aspect-là de mes projets jusqu'à l'impression pour certains. Et ça, c'est super cool. J'aime beaucoup, j'apprends plein de trucs. Je commence à conseiller les clients sur le papier qu'ils peuvent choisir, la reliure et tout. Ça, c'est trop chouette. Bientôt une vraie experte. On verra. Mais franchement, c'est trop bien. J'aime bien. Puis je suis tombée sur un truc cool, donc c'est bien. Bon, super. Si vous voulez bien, on va terminer avec un petit jeu. Alors, c'est quoi la ref? C'est un jeu qu'on a créé spécialement pour vous. Trop sympa. Est-ce que vous y connaissez en logo? Ouais, un petit peu quand même. Ça fait partie de notre design graphique. Ouais, un peu. On l'a fait pour vous celui-là. Le principe, il est super simple. On vous a sélectionné 20 logos que vous devez donc tout simplement reconnaître le plus rapidement possible. Donc vous êtes en 1 contre 1. Ils sont pas super difficiles. Mais s'il y a des écritures, évidemment, on les a masqués. Le jeu, il va se dérouler en 2 manches. On a donc 10 logos récents et 10 anciens logos dont il va falloir reconnaître donc la marque actuelle. Ok. On n'est pas si vieux que ça après. Le tout en moins de 5 minutes. C'est parti. Est-ce qu'on peut afficher le jeu? Ça s'affiche où? Alors c'est parti pour le premier logo. Donc je l'ai. On a différentes étapes, je crois. Du plus flou au moins flou. Est-ce que vous avez une petite idée? C'est pas Yves Rocher ou un truc comme ça? Ouais, j'aurais dit pareil. Ouais, c'est ça. Bien joué. Premier point pour Fanny. Nickel, premier point pour Fanny. On peut passer au deuxième logo. Celui-là est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce qu'on voit bien à la caméra? Je sais pas, peut-être que je cache un petit peu. Ouais, c'est bon. Alors on a un indice, un animal. Ouais, on s'en doute un peu. Un animal noir et blanc. Ouais, non, mais j'ai. Ouais, t'as pas le nom. Mais non. Ah si, c'est le truc WWF là. Oui, bravo. Est-ce qu'on peut l'afficher? Ça fait un point. On va passer au troisième logo.
Oh, c'est dur quand même avec le flou et tout là. Bon là, il est juste noir. Il n'y a pas de blanc dans le logo. Il y a un manque de C'est référence plutôt une flagrant. marque de. C'est une marque de chaussures, il me semble. Footlocker peut-être, je sais pas. Et non, Non. un arbre. Ça vous dit quelque chose? Un quoi? Un arbre. Pour une marque de chaussures. C'est Ah, pas- Timberland. ça fait pas que Oui, chaussures. Timberland, bravo. Wow. Est-ce qu'on peut l'afficher? Oh, waouh. Merci. Putain, t'es trop forte. Ouais, compliqué. 2 points pour Léna. Ah, Red c'est Bull. Un peu plus simple. Ouais, nickel. Ça allait vite. Le prochain, Ah oui, c'est Domino's. c'est non pas le Tout à drapeau l'heure. de la France. Ouais, non. Il y en a plein des logos avec Je sais ces pas, c'est couleurs. Hein. Domino's Pizza, non Alors, c'est Ah une non, boisson. Ah, c'est Pepsi. Ouais, Ah. nickel. C'est ouais, parce que c'est le On bleu avait à qui lance combien sur l'autre, On a 3, 4. Ça, c'est c'est Fila. Fila, ouais. Ça y Parfait. est, je joue ma vie. Trop forte. Et le prochain, Le dernier. Domino's. ouais, nickel. Ça fait 1 point pour les Les deux. Uber, les Uber. Bon. Le Ça allait prochain vite. logo. Alors, Un peu plus compliqué peut-être. alors là, j'avoue. Alors, un indice, voiture. Ouais, mais ouais, connaissez Ah, Ouais. Chevrolet, je dirais. Chevrolet. Nul. Ah. Nickel. Bien joué. Quelqu'un avait trouvé Chevrolet? Je connais Ouais, même moi je pas. l'avais dit, ouais. Ok, super. Enfin, je Kappa. connais, mais... Je suis trop Ah ouais, rapide, non, mais Kappa. Je l'ai entendu. Ah oui, voilà, je l'ai entendu. Je me disais bien. ah On ouais. va passer au dernier Directement. logo Ça y est, récent. ça m'agace. Est-ce qu'on peut afficher le dernier? Je l'ai pas. Si, si. Alors, c'est ok. Je pense un que tu l'as. indice, Ah, ok. papeterie. Papeterie. Ouais. Bic. Stylo. Ouais, Bien joué. nickel. Ok, ouais. Oh, c'était long quand même, hein. Mais on va passer à la manche un peu plus compliquée. Avec Ça va un être sympa. super détourage. C'est parce On que va vous êtes passer pas donc à la designer seconde graphique. manche. Ça, ce sont des anciens logos. Alors là. Sérieusement, Une sirène. sachant que le logo récent, il est à peu de choses près similaire. On a Bah, je juste dirais effacé la peut-être. typo. C'est quoi le truc là de. Merde. Starbucks je sais Ouais, pas. nickel. Ok. Ah oui, c'est vrai. il y a On va une- accélérer un quand petit même, peu la hein, cadence. quand même, parce quand qu'on même. a- Celui-là, il est très C'est facile. Twitter. Peut-être Twitter, ouais. Ouais. Bien joué, bien joué. Oh, quelle horreur. Alors, celui-là, il est vraiment pas évident. Alors, un indice logiciel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé dans votre formation. Oh, sûrement. Sûrement, design graphique. Un logiciel Je pense de que vous y avez graphisme. touché. Suite Adobe. Logiciel de Merci graphisme. de l'info. Il s'agissait de Photoshop. Wow. Ouais, On non, connaît ah pas ouais. beaucoup. Non, mais on était Ouais. peut-être pas nés, hein, surtout. C'est un vieux. Non, sûrement pas. Le prochain logo. Peut-être bien Peugeot. Ouais, Ouais. nickel. Peugeot. Alors celui-là, il est un peu complexe parce qu'il a absolument rien à voir avec ce qu'il représente en fait. Non, mais tu as trop, Léna. Non, là, je l'ai pas celui-là. Là. Ouais. Un indice 3310. Nokia. Nokia. C'est ça. Nokia. Un petit dernier pour finir. Alors celui. Je vous donne un indice, appareil photo. Nikon. Canon. Canon. Ah. Je sais plus si c'est les appareils photo aussi. Ah, Canon. c'est Canon. Ou ouais. si c'est Nikon, plutôt les appareils photo. Bref, C'est les deux. mais merci à vous d'avoir participé au jeu. Bah, de rien, avec Et plaisir. merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. On Avec vous grand souhaite, plaisir, vraiment, c'était génial. Une bonne continuation on dans vous vos souhaite une bonne études. continuation Merci et plein de beaucoup. succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci. On espère que ces pubs vous auront plu et nous allons à présent accueillir nos prochains invités qui sont Laurélis et Alexandre de la formation architecture d'intérieur. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui fera un geste au besoin pour le sujet. Bonjour. Bonjour, prenez place, prenez un micro. Bonjour. 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 Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour Je commence. Donc moi, je suis une Vas-y. ancienne étudiante d'MJM où j'ai fait le parcours en 3 ans en architecture d'intérieur. Ok. Donc j'étais la première promo, donc je suis sortie d'ici il y a 1 an et demi. Pardon, il y a 1 an et demi maintenant. Et je travaille en agence d'architecture d'intérieur aujourd'hui avec le monsieur qui est juste à ma gauche. Le monsieur. En parlant de monsieur, Merci présentez-vous. pour le monsieur.
Donc Alexandre Boulin, je suis enseignant ici. En fait, j'ai cette chance parce que j'adore enseigner et emmener les étudiants un peu sur leur chemin créatif. C'est vraiment hyper intéressant à faire. Et à côté de ça, j'ai une agence, on est 4-5 personnes et on travaille sur des sujets extrêmement différents, voilà, qui montrent une pratique aussi un peu en dehors de ce qu'on attend des archis d'intérieur de manière habituelle et du coup avec des sujets qui sont un peu plus vastes, qui touchent l'architecture, la scénographie, la signalétique. Donc c'est assez complet. Ouais, assez varié, oui. Ok, ouais. Super. Laurélie, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours au sein de MJM, ce que tu as appris pendant la formation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, comment tu arrives à MJM peut-être aussi Je suis venue à MJM parce que ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose autour de l'architecture ou l'architecture d'intérieur. Je ne savais pas trop vraiment dans quoi m'orienter et ça me paraissait compliqué d'accéder directement à une école d'architecture où c'est sur concours et c'est peut-être plus complexe. Et quand j'ai entendu parler de la section architecture d'intérieur qui ouvrait à MJM, j'ai tenté. Je me suis renseignée auprès de l'administration pour avoir des détails là-dessus. Ils m'ont indiqué et puis j'ai testé et ça m'a plu. Et voilà. Et aujourd'hui, tu en es là. Et aujourd'hui, j'en suis là. Magnifique. Tu as des projets à nous montrer? Oui, apparemment. que j'ai transmis. J'ai transmis plusieurs projets, je sais pas. Ouais, on va regarder ça. Tu vas pouvoir nous en parler. Ok, donc ça c'est mon projet de diplôme, que j'ai réalisé en 3e année, où il s'agissait d'une fondation artistique avec différents pavillons, 3 pavillons avec des thématiques différentes. Il y en avait un, donc là celui qu'on voit, c'était autour d'un pavillon poésie. Il y en avait un autre autour du pavillon peinture et un autre qui était le pavillon sculpture, le tout dans des bois. Et en fait, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose en lien avec le paysage et l'environnement autour pour ce projet-là. Ça, c'était une vraie commande, ça? Ou c'était juste une mise en situation? Non, en fait, pour le projet de diplôme, en tous les cas, nous, dans notre année, dans notre cas, on avait un choix, un thème libre, en fait, sujet libre qu'on pouvait choisir. Et j'ai toujours bien aimé tout ce qui était artistique. Avant ça, j'avais fait une licence en art et donc je voulais relier un peu les différents parcours, donc art et architecture d'intérieur que j'ai pu faire. Et c'est en ça que s'est fait mon projet de diplôme. Il y a quelque chose, je fais juste une mini-intervention, mais intéressante sur la 3e année par rapport au diplôme, c'est-à-dire qu'on laisse le choix libre du choix du sujet, exprès pour laisser à l'étudiant nous offrir ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire son regard, et l'aider à le développer. Et donc c'est intéressant pour nous parce que justement, on a beaucoup de sujets très différents et avec des personnalités différentes, voilà, qui se développent créativement. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu là, sur ce qu'on voit à l'image? Alors, j'aimerais bien, mais ce n'est pas... Alors, c'est un sujet qui est au début de la 3e année et qui est fait pour libérer la créativité des étudiants, une fois de plus, par rapport à des mots qui sont prononcés, tirés au sort, dans lequel, par exemple, là, c'était fourré de boulot et spiritualité. Et à travers ça, on leur demande de créer vraiment quelque chose de très personnel dans lequel ils ont la notion du bonheur et d'espace qui est approché. Donc ces éléments, ils sont donnés au premier trimestre effectivement pour donner des clés et pour comprendre que finalement avec peu de choses, on peut développer tout un monde autour de soi. Et voilà, on essaie d'accompagner les étudiants de cette manière-là parce que, ouais, encore une fois, ce qu'ils ont de mieux à offrir, c'est le regard et le développement de ce regard-là. D'accord, donc en fait, vous leur donnez quelques petites directives et après vous essayez de les laisser un petit peu libres sur la manière de créer. Oui, alors moi je suis un prof qui est un peu particulier, on va dire. Par exemple, le premier sujet qui touche, c'est un nuage. Et je leur demande de dessiner un nuage autour du choix d'une fonction en leur disant vous avez 48 mètres cubes de bonheur, vous choisissez une fonction et autour de cette fonction, vous êtes capable d'approcher les choses de quelle manière? C'est-à-dire jusqu'à choisir une poignée, une façon d'allumer la lumière, une façon d'entourer, de travailler sur la douceur, sur tous les éléments qui composent l'archi d'intérieur. Et donc, voilà, notre métier, c'est d'arriver au paroxysme de ce développement-là, pour à la fois s'exprimer et à la fois faire que les gens soient heureux dans les espaces qu'on crée.
Ok, t'as souri, t'as eu une petite réaction quand il a parlé du nuage. Oui, Est-ce que tu t'en es rappelé aussi? Oui, je m'en suis rappelé. Je me souviens surtout que ça avait perturbé certains élèves au départ parce qu'on s'attend à avoir des sujets un peu plus terre à terre. Oui, quelque chose des commandes vraiment qui paraissent réalistes entre guillemets, alors que quand on vient nous dire faites-moi un nuage de 48 mètres cubes, on se dit bon, comment ça? C'est un petit peu abstrait peut-être au début. Celui-là. Ouais. Mais encore une fois, ça donne lieu à des sujets très différents. C'est-à-dire que quand les sujets sont très ciblés, on a souvent des réponses assez similaires. Et là, le fait de développer ça, parce qu'ils choisissent aussi leur projet de diplôme, ça permet de vraiment capter les personnalités dans leur choix, dans ce qui les anime, tout simplement. Ouais. Ok, puis voilà, après, ça vous permet de connaître un petit peu mieux vos élèves et de savoir quel style ils approchent dans leur D'ailleurs, Laurélis, qui travaille maintenant à l'agence, il y avait déjà un signe à l'époque. Elle avait fait une petite passerelle qui me permettait, parce que j'avais répondu au projet des nuages, moi aussi, en me mettant comme les étudiants. Donc et Laurélis avait fait une passerelle qui me permettait d'accéder finalement à mon nuage. Ouais. C'est vrai. Alors comment ça se passe étape par étape pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, comme nous en architecture? Donc la création d'un projet comme ceux qu'on voit à l'écran, quelles sont les différentes étapes entre la réflexion et puis la concrétisation? Vas-y Laurélis, bonne chance. Merci. Non, mais déjà il y a une première étape généralement de recherche, de référence, des fois pour s'inspirer ou pour trouver la thématique un peu sur laquelle on veut se diriger et le point fort qu'on veut faire ressortir du projet. Et après ça, il y a toute une phase d'esquisse, de dessin, de recherche, de maquette, que ce soit en 3D, en papier ou avec n'importe quel autre matériau, pour essayer de comprendre peut-être la volumétrie et encore une fois, essayer de faire ressortir le point fort qui peut être présent dans le projet, trouver une stratégie de plan, qui, je crois, est une des thématiques. Entre autres, mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de projets assez rapidement, juste en déplaçant les fonctions dans l'espace. Et à travers ça, c'est intéressant d'avoir une expérimentation très forte des étudiants, parce qu'ils sont là pour découvrir un panel le plus vaste possible dans lequel ils puissent aller piocher des choses en suivant. Et donc c'est vrai que cette stratégie du plan, j'y tiens, mais c'est comme une cartographie, je donne souvent cet exemple, qui est de dire quand on était au collège et qu'on faisait des cartes avec des couleurs qui matérialisaient des zones, etc. Mais finalement, ça fait partie de notre langage de départ pour définir finalement une cartographie et un paysage intérieur. D'accord, et après au fur et à mesure on va dire, du processus de création, je suppose que la base, ça fait un petit peu entonnoir, on va dire, vous démarrez avec des recherches, après vous approfondissez un petit peu ce qui vous plaît le plus. Bien sûr, après on peaufine et on se dirige vers quelque chose de plus en plus précis, de plus en plus détaillé, de plus en plus dessiné, que ce soit aussi sur les recherches de couleurs, de matériaux, tout ça se peaufine petit à petit, une fois que le dessin est plus ou moins abouti, même si on a l'impression qu'il n'est jamais totalement des fois. Non, Et il y a le passage aussi à la 3D, avant le passage à la réalité, qui est aussi un instrument très intéressant, qui nous permet de montrer des choses et de les éprouver un petit peu physiquement, avec aujourd'hui des moteurs 3D qui en temps réel nous permettent de faire évoluer les projets rapidement, de les communiquer, de les tester, et y compris d'éprouver en quoi le plan coupe, façade marche bien. Et cette notion, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, on a la notion du déplacement, et une image qui est figée, elle a le défaut de dire j'aime pas, alors que quand on peut exprimer les séquences d'un projet, c'est-à-dire ce qui compose vraiment l'espace et comment on va le vivre, la donne change et les outils sur lesquels on travaille le permettent. Et est-ce que vous, quand vous étiez, je sais pas quel parcours vous avez suivi, ça fait un bail. Vous n'aviez peut-être pas toutes ces techniques-là à disposition? Pas du tout. Non, pas du tout, mais on avait des choses qu'on essaie de communiquer encore aux étudiants, qui sont par exemple un livre comme Jean Cousin, L'espace vivant, qui permet de déterminer ce qui est statique et dynamique dans l'espace, de travailler avec des exemples de l'éloge de l'ombre ou des séquences architecturales japonaises qui permettent de découvrir à la fois l'intimité, le paysage et créer. Donc c'est des notions qui sont assez similaires, mais aujourd'hui on a une capacité à tester, mais finalement beaucoup plus de choses qu'on ne testait avant. Oui. Et donc c'est assez riche parce qu'au lieu de faire un projet, on en fait beaucoup. Et ce beaucoup, logiquement, il nous sert à développer à chaque fois des stratégies très spécifiques, mais qui peuvent servir d'autres projets aussi. Vous avez plus de matière sous la main au final. On a plus de possibilités et de rapidité à montrer des choses différentes et à les tester en fait. D'accord. Donc c'est une facilité avec l'outil effectivement de pouvoir tester tout ça. Et il y a beaucoup à tester. Il y a beaucoup à tester.
Et Laurélis, moi j'aimerais savoir, pendant ton cursus à MJM, est-ce que tu te souviens d'un projet qui t'a marqué, que tu as particulièrement aimé réaliser, et qui te ressemblait particulièrement à ce moment-là? Déjà, il n'y en a aucun qui m'a déplu. Tant mieux. Très bon point déjà. Mais après, particulièrement déjà le sujet de diplôme, parce que ça rejoignait des thématiques qui me plaisaient. Mais parmi ceux qui m'ont été proposés, celui que j'ai vraiment le plus apprécié, c'était la dent creuse. C'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une parcelle en ville généralement, une parcelle vierge entre deux immeubles ou deux maisons, donc généralement assez étroite aussi, si je ne dis pas trop de bêtises. Non, c'est exactement ça. Et donc, c'est des espaces qui sont un peu compliqués à aménager, qui peuvent être un peu atypiques. Et j'aimais bien ce challenge-là de faire un espace un peu particulier où le but est de venir faire entrer de la lumière, et c'est assez complexe à travailler là-dessus. Et j'aimais bien un peu ce challenge-là. C'était le côté défi. Ouais, peut-être un peu. Ouais, c'est sûr. Donc j'imagine que... En plus, vous avez une partie où vous devez, dans votre travail, en fait, prendre constamment en compte l'environnement extérieur. Toujours. Et comment l'optimiser au maximum. Toujours. La part, au début des recherches aussi, le travail autour du contexte est très important, parce que ça peut déterminer la lumière, le type d'architecture, puis plein d'autres choses qui ne me viennent pas là tout de suite. C'est très complet, en fait. Le contexte est hyper important à prendre en compte. Ouais, puis la sensibilité du regard de chacun. C'est-à-dire que Laurélis, sur ce projet, elle avait fait quelque chose d'assez remarquable. Elle avait compris que sur ce lieu, il y avait une capacité à travailler la lumière qui était la complexité de cet usage-là. Et en fait, quand on a les bonnes optiques, les bonnes compréhensions de départ, on peut développer des projets vraiment intéressants. Et il était très bien, ce projet. Je te remercie. Mais ça veut dire qu'il faut se rendre sur place pour encore mieux appréhender, en fait... C'est quasi indispensable, oui. Et effectivement, il y a une part d'intuition, en fait. Quand on rentre quelque part, il y a des endroits où on se sent mieux que d'autres. Et on le fait de manière instinctive. Donc on apprend petit à petit professionnellement à regarder ces éléments, y compris sur l'aspect, les qualités sonores ou l'absence de qualité sonore d'un lieu, sur ses qualités d'isolation phonique, acoustique, thermique. Et donc ça fait partie du regard d'architecte d'intérieur, de regarder les choses un peu en profondeur, y compris structurellement, pour bien définir effectivement comment on va approcher les lieux en dehors de l'écoute du client. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre poste, le poste que vous occupez maintenant dans l'entreprise? Attention, il y a le patron juste à côté. Et ben, du coup, donc, comme je disais, je travaille avec Alexandre. Plus difficile, hein. Non, ça va, au sein de l'agence. Et donc, j'ai découvert aussi toute une autre facette du métier, parce qu'en études, on nous apprend à développer notre créativité autour du métier, de la notion, en tout cas, d'architecture d'intérieur. Et il y a quand même après une différence un peu dans la réalité, où c'est plus poussé autour du choix des matériaux, le lien après avec les entreprises, comment expliquer clairement un projet à d'autres professionnels, et tout ce lien, tout le lien en fait qu'il y a entre les différents corps de métier qui entourent l'architecture ou l'architecture d'intérieur. Donc ça, c'est et est-ce que tu retrouves les enseignements que tu as? Bien sûr. En fait, à l'école, on nous apporte vraiment un socle, une base après qui peut nous servir professionnellement. On nous apporte vraiment le socle de la créativité, de la réflexion autour d'un projet, d'un espace, matière, lumière. Ouais, moi j'ai beaucoup de chance d'avoir Laurélis à l'agence. En vrai. Je suis très contente d'être à l'agence aussi. C'est vraiment intéressant. Et puis on a un truc qui est moi j'aime bien à l'agence, c'est qu'on a des projets extrêmement différents, mais ce que je disais un petit peu au départ sur la capacité à agir sur des choses extrêmement différentes qui vont quelquefois jusqu'à l'urbanisme, au paysagisme. Et on arrive à tisser, y compris avec des architectes ou d'autres professions, des éléments qui nous emmènent à travailler. Par exemple, on a un projet d'atelier mécanique pour une boîte de travaux publics, de TP. D'accord. A priori, les archis d'intérieur ne vont pas forcément sur ce genre de projet. Et petit à petit, en rencontrant les gens, en fait, on arrive à travailler sur des logistiques, sur des choses assez différentes. Et on est souvent, je dis ça parce que j'y crois vraiment, on est souvent meilleur sur des projets sur lesquels on n'a jamais travaillé,
parce qu'il y a une forme de liberté qui se crée et c'est ça qu'il faut arriver à cultiver. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Et plein de courage et de succès pour la suite. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant enchaîner avec un troisième invité qu'on va recevoir d'ici une petite minute. Il s'agit de David Moussu, coordinateur de la formation 3D. Bonjour. Et un élève surprise. Alors oui, tu n'étais pas, tu n'es pas sur le conducteur. Tu n'es pas invité. Tu es l'élève surprise. Alors. Mais si tu veux l'appuyer. Vous pouvez donc vous présenter en quelques mots. Alors il y a un micro sans fil normalement à disposition. Pas trop. Ah, il a été kidnappé. Bon. Personne n'est assis dessus par hasard? Peut-être que l'un des deux invités précédents l'a pris avec lui sans faire exprès. Un micro a été volé. Bon. Je me présente, je suis David Moussu, je suis co-coordinateur de la filière 3D avec Lilian Subirada. Professionnellement, je suis illustrateur et auteur. Et j'enseigne l'écriture scénaristique, la gestion de projet et puis j'assure également des modules de suivi de production. Ok, d'accord. À toi. Du coup, je suis Merville Tom, je suis un étudiant en animation 3D en 2e année. Et du coup, je suis à MJM et je suis bien pour l'instant. Donc... Très bien. Super. Donc, Tom, c'est bien ça. Comment tu es arrivé à MJM? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation? Eh ben, c'était une journée comme aujourd'hui, pendant les journées portes ouvertes avec ma petite maman. On est venu visiter un peu tous les stands, voir un peu comment ça s'organisait, la localisation, l'emplacement de l'école aussi qui était très important. Et puis surtout, c'était les projets, les installations, les logiciels et tout, c'est ce qui m'intéressait le plus aussi. Et donc c'est en ayant aussi la communication avec les réseaux sociaux sur lesquels je suis tombé sur des présentations, tout ça, et ça m'a amené en fait à venir ici visiter. Et c'est l'accueil des personnes en fait qui ont été très bienveillantes, gentilles, etc., qui m'ont accueilli et qui au final m'a donné envie d'aller vers ce secteur. Et c'est ce qui m'a fait vraiment entrer à MJM précisément. L'environnement de l'école te plaît, t'a plu quand t'es arrivé? Oui, et te plaît toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, il me plaît toujours, oui. Surtout que c'est une école qui est nouvelle et du coup qui évolue. Et l'évolution, pour l'instant, est très positive. Donc on rajoute des petits secteurs par-ci par-là, notamment là on a ajouté récemment un piano, de la guitare, etc. Donc c'est génial pour épanouir les étudiants, tout ça. Parce qu'il est musicien. Donc. Oui. Oui, forcément. Oui, on t'a déjà vu jouer, oui. Très talentueux. Et c'est important ça d'avoir un environnement sympa pour travailler. Oui. C'est une question assez évidente, mais idéalement oui. Idéalement, oui, avoir un espace où on se sent bien en fait, avec des gens géniaux, c'est quelque chose qui pousse au travail et qui renforce la motivation. Et l'envie de venir à l'école. Et l'envie de venir, c'est pas vraiment une école. On se comprend, l'envie d'aller en cours, quoi. Exactement. Très bien. Alors, David, j'ai une question pour toi. Donc, quels sont les différents aspects de la formation 3D? Est-ce que tu peux expliquer en quoi consistent donc les différentes matières pour quelqu'un qui voudrait s'inscrire en formation 3D, mais qui ne sait absolument pas ce qu'il va faire pendant le cursus? Alors notre travail en fait il consiste à leur donner les éléments qui vont leur permettre d'évoluer avec les métiers qui sont toujours en évolution puisque la 3D c'est quelque chose qui existe depuis au bas mot une 50aine d'années donc c'est pratiquement mon âge et les méthodes évoluent très rapidement maintenant de façon presque quasiment exponentielle. Pour ma part, par exemple, j'ai fait mes études de 3D à Montréal il y a une dizaine d'années. Les méthodes qu'on utilisait il y a 10 ans sont déjà pratiquement obsolètes dans le milieu de la production. Donc, en fait, notre travail consiste à assurer les fondamentaux, les bases de la 3D, donc de la conception, de la modélisation, de la réalisation, avec des notions de cinématographie aussi, avec de la lumière, avec de la composition. Et leur donner donc les outils de base pour pouvoir évoluer avec les nouveaux outils. On parlait justement, en attendant, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation qui peut être faite de l'intelligence artificielle. Donc notre travail est de les éveiller à cette culture et de leur donner des outils pour être les bons artisans qui vont faire évoluer les métiers. Donc tout ça, c'est un processus pédagogique. Au début, on va s'appuyer quand même sur des fondamentaux. Donc oui, le dessin, l'observation, c'est très important. La manipulation du réel aussi, puisqu'on va souvent leur demander de reproduire le réel. Donc connaître le réel, être capable de l'envisager, de l'appréhender. Et puis ensuite, la matérialisation virtuelle de ce réel avec les outils de modélisation. Et on va travailler ensuite sur les textures, sur l'éclairage.
Et puis tout ça pour produire des projets. Donc ces projets, ça va être soit des films, soit des jeux vidéo, et donc d'arriver avec une narration, ce que je moi qualifie la narration visuelle, qui permet donc aux spectateurs de comprendre le message qu'on veut transmettre. Il faut savoir un petit peu dessiner à la base? Alors oui et non. Quand je suis avec les intervenants en dessin et en art traditionnel, je dis que c'est très important, et quand je suis avec les intervenants en 3D, je dis que c'est subsidiaire. C'est important, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a toute une phase de conception où ce sera quand même beaucoup plus facile de s'exprimer en faisant un petit dessin qu'en passant directement dans la réalisation. Et passer directement dans la réalisation, ce serait comme vouloir construire une maison en prenant 4 parpaings et en commençant à monter les murs. C'est mieux, a priori, de commencer par un plan. Donc savoir dessiner, ça permet de faire un plan. C'est un peu ça, le travail de l'esquisse. Il est évident qu'on ne va pas leur demander d'avoir un niveau, je sors d'une école des beaux-arts en dessin. Ce n'est pas le propos. Mais savoir dessiner, avoir une certaine aisance créative, c'est déjà quand même un avantage. Mais plus encore, c'est une culture. Une culture pas forcément de la 3D à proprement parler, mais une culture générale. C'est pour ça qu'on les incite justement, dans une école comme MJM, à aller voir ce qui se passe ailleurs, pour être intéressés par le design, par l'audiovisuel, et surtout l'audiovisuel pour ceux qui font de la 3D, le motion design, l'infographie, de façon à ce qu'ils aient, encore une fois, une curiosité générale qui leur permettra d'être les plus expressifs possibles et les plus créatifs. Donc c'est ça vraiment. Donc le dessin, oui, ça va être important, mais on ne leur demande pas de savoir sculpter non plus le marbre, d'accord, mais d'avoir une compréhension des volumes, ça c'est très important, puisque la particularité de nos métiers, c'est qu'on travaille dans du vent. On travaille sur du vide. Ouais. En audiovisuel, vous filmez le réel, nous on invente le réel, on crée le réel. Et donc si on n'a jamais été en mesure d'appréhender ce réel, on crée du vide et on le sent, nous, en tant que spectateurs, parce que notre œil est habitué. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc non, on retire pas ceux qui ne savent pas dessiner, on les incite à s'amuser à dessiner pour pouvoir s'exprimer rapidement et ensuite exceller dans leur domaine qui est la création virtuelle d'éléments. Ok. Et toi, Tom qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand après cette formation? Guitariste. Ouais. Artisan boulanger. C'est pas la réponse attendue. Moi, je me suis perdu à la base. Non. Pour l'instant, moi, je compte continuer mes études. Pour l'instant, j'ai un petit projet, partir au Canada pour approfondir un peu ce côté 3D. Je suis un peu touche à tout, donc je veux vraiment essayer de partir un peu de ma zone de confort et expérimenter de nouvelles choses. Donc pour moi, le Canada, ça serait vraiment m'ouvrir le champ des possibles et pouvoir évoluer dans ce milieu qu'est la 3D. Et c'est d'ailleurs le Canada l'endroit où c'est très, très grand et là où il y a beaucoup d'opportunités. C'est vraiment une zone géographique où il y a de l'opportunité. Et c'est là où je voudrais m'exercer. Niveau domaine, tu as une petite idée? Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est plus le jeu vidéo, l'animation, qu'est-ce que... Avec cette formation. Du moment que je fais de la 3D, le domaine m'importe peu. Tu es encore en phase d'exploration, tu es ouvert à tout? Okay. Exactement, je suis ouvert à tout. Tu te cherches un petit peu encore? Je me cherche beaucoup. Ouais. Je sais que j'adore mettre l'ambiance, mettre les lumières, faire de l'environnement, du moins pas créer l'environnement, mais le rendre vivant. C'est quelque chose. Il aime aussi mettre l'ambiance dans la classe. Hein. Ça s'est senti aussi. Hein. Je rends la classe vivante. C'est ça, c'est très bien, c'est très important. Oui, non, vraiment, c'est habiller la scène qui me plaît. Et vraiment, que quand on rentre dans une scène qui est vierge, sans grand-chose... sans âme. Sans âme. On rentre en face, et que moi j'arrive par derrière à faire, mais regardez plus, là, regardez ici, là. Et là, on fasse, waouh. Tu veux apporter globalement le bien-être. Exactement. Se sentir bien dans une scène. C'est bien, c'est bien. Il y a un des projets que tu as pu réaliser qui t'a vraiment plu, où tu t'es senti bien à le faire? C'est les projets où on nous a dit faites ce que vous voulez. On nous a donné une contrainte. On nous donne une contrainte, par exemple faire une salle de bain. Et après, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je suis un peu sorti partout. J'ai fait un truc un peu à la Inception avec des dimensions un peu bizarres et tout. Mais c'est parce que je suis un petit peu fou. Si t'as pas de limite, tant mieux. Tu peux faire absolument ce que tu veux comme ça. Ouais, faut quand même se mettre des petites limites sur certaines choses. Ça, c'est toi qui les mets du coup. Ouais. Si t'as une seule contrainte de départ, après c'est ça. Faut juste savoir doser les choses, quoi. Très bien. Ok. Et d'une manière générale, donc tu as dit que toi, tu pas forcément tu te cherchais encore un petit peu et que c'était plus les ambiances qui te plaisaient à créer. Est-ce qu'il y a autre chose qui émerge un petit peu de ça, ou est-ce que c'est vraiment le
le pilier de ce que tu aimes faire? Je sais pas si tu m'as compris. Oh oui. Très bien. Je réussi à déchiffrer. Impeccable, impeccable. Mettre l'ambiance, c'est quelque chose. Mettre une ambiance, mettre par exemple de la fumée, etc., c'est quelque chose. Mais mettre la lumière, c'est encore plus important. Mettre en valeur les objets, attirer l'œil là où il n'est pas forcément attiré d'habitude, et un peu sortir de ce format entière avec une lumière pleine fouet comme ça. Vraiment mettre en valeur quelque chose, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et la lumière est un domaine qui en général m'attire. Donc voilà, c'est vraiment soit l'ambiance générale, soit vraiment mettre précisément la lumière sur quelque chose. Et c'est un bon début. Et merci d'être venu avec nous. De rien. Merci beaucoup. Bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à notre premier magnéto qui va représenter un petit peu la vie de l'école. On se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour, Anaïs et Julia. Bonjour. Donc vous êtes élève en montage vidéo, deuxième année. Ancienne. Ancienne? Ouais. Ok, très bien. Ça fait combien de temps que tu as quitté la... Il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, c'est bon, t'es déjà parti? Depuis un moment. Ouais. T'es en entreprise? T'en es où toi? Alors maintenant, je fais une formation community manager en alternance. D'accord. Dans un organisme qui s'appelle Capevo, et à côté, du coup, j'ai eu un contrat d'alternance sur 1 an. D'accord, voilà. Ok, super. Et toi donc, deuxième année? Moi du coup oui, je suis en deuxième année, je suis en alternance. Ça se passe bien? Ça va. Ouais, l'entreprise aussi? Ça va. Bon bah tout roule, hein. Nickel. Magnifique. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, donc chacune à votre tour, quel est votre parcours, comment vous êtes arrivé à MJM, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette formation? Tu peux commencer. Bah, du coup, moi, mon parcours, j'ai passé un bac. Donc, avec la nouvelle réforme, j'ai un bac qui n'a pas vraiment d'équivalent. J'ai fait SVT et philo. Voilà, okay. Donc je savais très bien que les cours magistraux, c'était pas fait pour moi. Parce que je suis dyslexique et dysorthographique, donc j'avais besoin de quelque chose de concret. Et le format de l'école en alternance, c'est quelque chose qui me parlait. J'ai toujours aimé le montage vidéo, la vidéo, tout ça. Donc c'est pour ça que je suis arrivée ici, donc directement après mon bac. Voilà. Et toi? Du coup, moi, j'ai pas le bac. Je me suis intéressée à la vidéo depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé avec des vidéos sur YouTube, sur les jeux vidéo. Puis j'ai fait un service civique pendant 6 mois qui a été dans le milieu de la vidéo, qui a été bénéfique. Par la suite, j'ai découvert MJM, qui est la seule école qui prenne sans le bac, et du coup, c'était l'avantage. Et du coup, j'ai fait mes 2 années ici, et après, je me suis lancée en freelance. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour justement les élèves comme nous qui sommes en première année, ou peut-être pour Anaïs qui est en deuxième pour la suite? Je pense que c'est de persévérer, de ne pas avoir peur de se lancer, d'essayer de nouvelles choses, d'être polyvalent. C'est important, je pense, dans ce milieu, de ne pas se fermer à une seule branche et au contraire explorer tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a énormément de métiers à essayer. Voilà. Ouais. C'est quoi l'aspect de la vidéo qui vous intéresse le plus? Parce que la formation s'appelle montage vidéo, mais elle est très polyvalente, on apprend un peu tous les aspects. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu le plus? Dans la vidéo ou dans la formation en général? Dans la vidéo. Moi, ce que j'aime le plus dans la vidéo, en fait, c'est le live. C'est vraiment capturer des moments de vie, des instants de vie, et garder un souvenir. En fait, moi, c'est vraiment ça et transmettre une émotion. En fait, voilà. Moi, c'est vraiment le côté live que j'aime. Plutôt la réalisation, du coup. Oui, la réal, mais
ce que j'aime beaucoup, c'est comme les documentaires, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment, ou même des compétitions sportives, tout ça, c'est du brut en fait. Donc la réal, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère, on va dire. Plutôt réalité que fiction. Alors. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Je suis plus dans, c'est plus ce qui m'intéresse. Ça marche. Et tu sais déjà. Pardon. on va continuer avec toi. Non, moi c'est la post-production. C'est ce que je veux faire depuis le début. Après, j'aime aussi tourner, créer, réaliser, mais c'est pas mon point fort et c'est pas ce que j'ai envie de faire au quotidien. Et au contraire, au niveau du montage ou des effets spéciaux, c'est à ce moment-là qu'on crée en fait l'histoire, parce que sans le monteur, finalement, il n'y a pas d'histoire. Du coup, non, c'est vraiment toute la phase de post-production. D'accord. Est-ce que vous avez des idées un petit peu de... Là, vous aimeriez vous voir dans 5, 10 ans, le rêve pour vous? Dans 5-10 ans, j'espère plus en France en tout cas. Ouais. Et non, j'aimerais un peu combiner toutes les compétences qu'on apprend dans cette formation, donc tout ce qui est de la réal, le montage, etc. Pour aussi que ça soit destiné aux réseaux sociaux. Donc j'ai très envie de voyager tout en pouvant travailler en même temps en fait. Voilà. Donc j'espère loin. En freelance? En freelance. Possible. Ouais. Parce que Alors moi, j'aimerais beaucoup travailler plus pour la télévision et plus particulièrement pour le sport. C'est vraiment une de mes passions. Et allier la vidéo au sport, ça serait vraiment... J'aimerais énormément travailler chez Canal+, être sur les grands événements sportifs, tout ça, c'est vraiment ce qui me fait rêver. Ou même suivre une équipe, que ce soit de vélo, de F1, de rugby, voilà, suivre une équipe et faire leur com. Enfin, vraiment, tant que ça touche au sport, je sais que je serai épanouie, quoi. Parce que j'imagine que c'est un autre hobby que tu as, le sport. Je suis dedans depuis que je suis petite. J'ai des parents qui étaient extrêmement sportifs et du coup j'ai grandi là-dedans. Moi, tous mes week-ends, j'étais sur des compétitions. J'ai toujours fait du sport. Dans ma famille, ça a toujours été central. Et mon père m'a un peu passé cette passion de m'intéresser un peu tous les sports, quoi. C'est pas un sport en particulier, c'est je me tiens au courant de tout. Et c'est une des seules choses quand je regarde à la télé, ça me fait vibrer et ça peut me donner les larmes aux yeux. Donc je veux pouvoir faire ressentir ce que je ressens à d'autres personnes. Voilà, genre c'est vraiment... Après, de mon côté, oui, j'en fais un peu, mais pas de haut niveau, quoi. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais de la course à pied, je fais du vélo, mais je fais de la course à pied, voilà. Ok. Et Anaïs, tu voulais nous parler notamment de projets sur lesquels tu avais collaboré avec l'MV2 l'année dernière. Oui, parce que du coup, l'année dernière, les cours étaient différents de cette année, donc on avait des journées en commun avec les deuxièmes années, qui avaient un gros partiel sur toute l'année à faire et qui ont gentiment pris des MV1 avec eux sur leur tournage. Et ça a été une super expérience enrichissante au niveau d'apprendre tout simplement de techniques et même mentales. Enfin, je veux dire, ça me fait grandir parce que c'est des gens plus grands que moi et voir un peu... ce qu'ils pouvaient me transmettre en plus des profs. Et franchement, on est parti un peu, on est allé à Toulon, on est parti un peu partout et tout. Et c'était une super expérience humaine, vraiment. C'est quel type de projet? Alors, c'était des projets, c'était des fictions. Donc, il y a eu un peu de tout. Enfin, voilà. Il y en a quelques-unes sur la chaîne YouTube de l'école et d'autres qui vont faire des festivals, donc qui ne peuvent pas être diffusés. Mais voilà, c'est vraiment des super projets avec des gens très très talentueux, voilà, qui m'ont apporté beaucoup. Et très bien, en parlant de projets, on va voir si vous avez à peu près le même avis. Quel va être le ou les principaux défis que vous allez rencontrer lors de la création de vos projets de montage? Sur un projet comment? Genre sur... C'est quoi les problèmes auxquels on est libre. Les problèmes qui peuvent être récurrents peut-être? C'est vraiment l'organisation, la pré-prod. Enfin, ça prend toujours. Ouais. On a beau se dire qu'on va mettre un jour pour faire ça, on met souvent plus, quoi. Enfin, c'est vraiment la gestion du temps. La gestion du temps, et puis on maîtrise pas toujours. Si on est en extérieur, on n'a aucun contrôle sur la météo, ce genre de choses. Voilà, ouais. On doit composer avec, en fait. Voilà. Ouais, c'est les imprévus et c'est aussi, je pense, ce qui est important dans le milieu du cinéma comme de la vidéo. C'est d'être pas quelqu'un de sociable, mais il faut réussir à s'adapter à tout type de personnes avec qui on peut travailler, parce qu'on peut tomber sur des personnes avec qui on ne s'entend pas ou avec qui on n'est pas forcément d'accord. Et c'est aussi prendre sur soi et se dire que c'est pour un projet commun et qu'il ne faut pas être têtu, je pense. Ouais. Voilà. De travailler en équipe, c'est obligatoire dans ce monde-là. Et voilà, il faut réussir à composer avec tout le monde. C'est pas toujours simple. Est-ce que pendant au cours du cursus à MJM, il y a un projet que vous avez particulièrement aimé réaliser pour l'école?
Comme tu veux. Un petit peu tous, où on était à peu près libre de faire ce qu'on voulait. Je sais pas, moi j'ai fait quasiment que des projets où il y avait un message ou quelque chose qui me tenait à cœur. Donc tous mes projets, même s'ils sont loin d'être parfaits, j'en suis fière parce qu'ils passent le message que je voulais faire passer, quoi. Ouais, moi c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant. Le projet qui m'a le plus plu, c'est quand notre classe avait bataillé pour faire un sujet individuel. Donc on était contents d'être tous ensemble pour plein d'autres projets, mais là on voulait vraiment faire un partiel sur le sujet qu'on voulait, on se débrouillait chacun. Et du coup on avait dû réaliser un documentaire sur le sujet de notre choix qui devait durer 13 minutes. Et ça c'est le partiel sur lequel je me suis le plus épanouie parce que j'ai pu... au final c'est mes images, donc je sais comment je veux les monter, comment je veux que le rendu soit, et c'était ça qui m'a le plus plu. Ouais. Ok, très bien. Et dans vos... Bon, maintenant, tu n'es plus dans le cursus de l'école, mais quand tu y étais, est-ce qu'il y avait une matière liée à la filière que vous préfériez Alors moi, étonnamment, ça va être tout ce qui va être scénario et prod, parce que du coup, j'ai fait un bac L, avec de la littérature et de la philo, et j'adore écrire des histoires. Et du coup, j'aime beaucoup les cours de scénario qui ont une autre approche, on va dire, que plus la réalisation pure et dure et le montage, en fait. Voilà. Ouais. Ok. Donc on a des super profs, donc ça aide. Aussi. Non, moi je pense que ça sera les cours d'effets spéciaux, mais seulement en seconde année. Voilà. D'accord. Parce qu'en première année, c'était un peu plus catastrophique, mais en seconde année, ça s'est très bien passé et on a beaucoup évolué, on a appris beaucoup de choses et du coup, non, c'était vraiment bénéfique. Et puis après, dans chaque matière, on s'y retrouve un petit peu, quoi. On apprend des nouvelles choses et on est un peu obligé d'être des couteaux suisses dans ce monde-là. On peut pas faire que du montage pur et dur. Donc, et puis on se rend compte que tout est lié. En fait, si tu filmes mal, ça va être plus compliqué de monter derrière. Donc voilà, c'est un ensemble en fait. Se faciliter la tâche pour la pré-prod après. Hein. C'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Et ça vous est venu à quel moment l'idée de venir à MJM et de partir en montage vidéo? Est-ce que c'est un truc que vous touchiez déjà un petit peu avant, les logiciels? Est-ce que vous avez commencé un peu en autodidacte ou est-ce que c'est un truc que vous avez découvert directement à l'école? Moi, j'ai du coup commencé à m'intéresser au montage à l'âge de 13 ans. Donc j'ai commencé sur Final Cut en autodidacte et voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas me lancer en tant que professionnel en ayant juste des bases, même si c'est bien ce que je fais. Ça évolue tellement vite qu'il faut que je sois à jour et que j'apprenne de nouvelles choses. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue à MJM, pour avoir plus de notions, pour aller sur d'autres logiciels et pas avoir peur de me restreindre à un seul schéma, quoi. Ok. Moi, j'ai toujours été un petit peu dans la vidéo. J'ai commencé à faire un petit peu de montage sur iMovie quand j'étais au collège et que j'avais une chaîne YouTube avec ma meilleure amie. Enfin, voilà. On a tous un peu commencé comme ça, je pense. Oui. Voilà. Je faisais des morning routines, tout ça. Et après, j'ai toujours aimé justement prendre plein de vidéos de moments de vie, faire des petits montages comme ça. Donc après, je suis passée sur Final Cut Pro. Et après, je suis venue ici parce que j'avais aucune notion par contre, de VFX. Voilà, je connaissais rien là-dedans et c'est toujours intéressant de savoir et utile de savoir faire des VFX. Donc voilà, et puis même, ça a une limite d'apprendre tout seul, quoi. Puis même ici, ce qui est fort aussi, c'est l'échange entre les élèves parce qu'on s'apprend des choses ensemble, quoi. C'est une belle synergie, on va dire. Puis même entre les différents niveaux de filière, les MV2 qui peuvent filer un petit coup de main au MV1 et même inversement, il n'y a pas... Et les autres sections aussi, je pense. Voilà. Il y a de l'entraide entre certaines sections, motion design qui peut être relié au montage, etc. Tout à fait. Ok. On est en niveau temps. On est en avance. On est un tout petit peu en avance, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Écoutez, ma foi, on va écourter ici, on va passer à la suite. C'était très sympa. Sûr, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir. Il faut faire le jeu. On va rester donc. On avait prévu un petit jeu pour vous sur l'univers du cinéma. On s'est dit qu'on allait tester un petit peu, non pas vos connaissances, mais tout simplement permettre de vous connaître un petit peu plus à travers cet univers-là. Donc le principe est extrêmement simple. Vous allez chacune à votre tour piocher une carte et y répondre. Ok.
Voilà. À toi l'honneur. Okay. À toi l'honneur. De quel sujet aimerais-tu qu'on parle plus au cinéma? Bon courage. C'est une question très vaste. Alors c'est vrai qu'à la base on avait envoyé des questions à l'avance, mais on en a rajouté. Ouais, elle n'y était pas ces questions, donc on m'a envoyé. Mais vous avez le temps, c'est ça qui est bien, vous avez le temps un petit peu de réfléchir. Un sujet que j'aimerais qu'on parle plus au cinéma. Alors je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Je sais qu'il y a quelques films qui traitent le sujet, mais j'en connais pas énormément. Peut-être que je me trompe. Le sujet de l'adoption, je sais pas, ça me vient comme ça. Je connais un film qui s'appelle Pupille, qui est un film français qui est très beau à ce niveau-là et qui traite très bien le sujet, mais je pense que c'est quelque chose dont on parle pas suffisamment. Et je pense qu'il y a de quoi créer de beaux films là-dessus. Et c'est vrai, c'est complètement vrai. À toi Anaïs. Alors, le perso de film que tu aurais aimé incarner. Bon, alors, je suis très très mauvaise actrice déjà. Personnage de film que j'aurais aimé incarner. Pas en tant qu'actrice forcément. Oui, bien sûr, non, mais pour le message, tout ça, oui, tu trouves vois. Un personnage que tu trouves vraiment très stylé et tu te dis dans une autre vie. Ouais, j'aurais bien aimé. Waouh. Faut que je réfléchisse. Peut-être basé sur un film que tu aimes particulièrement, tout simplement. Ben, Ouah, c'est. Ben, un des derniers films que j'ai vu au cinéma, c'est Pauvre créature. Donc je sais plus le nom. Je sais plus le nom de. Donc je vais savoir de quoi tu vas parler. De l'actrice. Enfin c'est Emma Stone, mais je sais plus le nom de son personnage dans le film. Bella, il me semble. Oui, Bella. Voilà. Ouais. Ben, j'ai bien aimé ce personnage parce que j'ai bien aimé comment elle découvre la vie en fait en étant déjà une femme. Et même sa relation au corps de la femme. Enfin voilà, j'ai vachement aimé ce film et j'ai trouvé ce personnage très intéressant. Voilà. Oui, c'est un personnage, intéressant parce qu'on suit son émancipation au fur et à mesure. Il y a un message féministe derrière. C'est ça. Voilà, je suis d'accord avec toi. À toi. Un film qui t'a fait pleurer. Alors, je sais pas si beaucoup de gens le connaissent. Le film qui s'appelle 8 rue de l'Humanité. Donc ça me dit quelque chose, peut-être de nom, mais c'est un film français qui est sur Netflix du coup. Et en bref, en fait, dans une résidence, on voit en fait la vie de plein de couples ou de familles durant le confinement en fait. Et c'est une comédie mais avec une histoire triste à la fin, mais c'est un très beau film en tout cas. Voilà. Mais je vous conseille d'aller le voir. Je savais pas du tout. Donc c'est une fiction basée sur le Covid. En fait. Ouais, c'est ça. En gros. Mais avec des acteurs français, c'est très bien foutu et c'est cool. Et ça t'a fait verser une larme. Ouais, à la fin, il y a une belle morale et ça montre qu'on doit être tous là les uns pour les autres. Ça marche. Et c'est vrai. C'est bien vrai. Anaïs. À toi la suite. Allez. Un film marquant de ton enfance. Bah alors ça va être un classique. Moi, c'est tous les films de Louis de Funès, de Bourvil, tout ça. Genre, mon papa m'a un peu élevé avec ça et c'est vraiment ma première image du cinéma, c'est tous ces films-là. Même Les Gendarmes à Saint-Tropez, tout ça. Enfin voilà, j'ai cette culture-là du cinéma français, donc je dirais ça. C'est vrai que c'est un peu les films de base, c'est ça, mais les films comiques, cultes anciens qu'on nous fait voir à cet âge-là. C'est ça, et voilà, après... J'ai pas vraiment d'autres films qui me viennent à l'esprit. C'est ce qui t'a marqué, quoi. Ouais, c'est ce qui m'a marqué parce que c'est vraiment ma première approche du cinéma et c'est ce que je pense, c'est le film auquel je pense quand j'étais petite, quoi. Ok, super. Voilà. Super. À toi l'honneur. Le dernier film que tu es allé voir au cinéma, c'est Alibi.com 2. Lourd. Alors, un avis? Eh ben, ça vaut pas le coup d'aller voir au cinéma. C'est un peu nul, hein. Au cinéma, non, c'est mieux de le faire à la maison avec les copains, je pense. Oui. Mais au moins, c'est honnête. Ouais, non, voilà. C'est un très bon film, mais je sais pas. Il est pas sorti il y a un moment, ce film? En 2023. L'année dernière, ça va. Ouais. Ok. Pour moi, il est sorti il y a 2 ans, c'est pour ça. Non, c'est peut-être le 1. Pas beaucoup au cinéma. J'ai regardé peut-être. Peut-être, ouais. Ok. À toi, Anaïs. Alors, ton acteur préféré. Alors, c'est très compliqué comme question. Un acteur préféré. J'aime beaucoup, en France, on va dire, Pierre Ninet, Jean Dujardin, classique. Et après, plus à l'international, j'aime beaucoup Jacob Elordi. Même s'il fait des rôles un peu... Il fait beaucoup de... il joue dans Euphoria. Je sais pas si vous voyez. Il joue dans Priscilla, là, il jouait Elvis Presley dedans. Non. Oui, voilà, j'aime beaucoup cet acteur, même si voilà, il joue des acteurs assez
c'est toujours très souvent des méchants, on va dire. Voilà, j'aime beaucoup lui. Et après, tous les De Niro, tout ça, enfin voilà, genre. Voilà. D'accord. J'ai pas un truc préféré. T'as le droit à un petit top 3 si tu veux. Ah non, je peux pas. Est-ce qu'il y en a un que t'aimerais un jour, dans une autre vie, recruter sur un tournage Eh ben, il m'a un peu déçu, mais j'aimais beaucoup François Civil. Mais dans le deuxième mousquetaire, là, les 3 mousquetaires, je sais pas, il m'a un peu déçu et j'aime. Du coup, je partirais plus sur. Alors, je dis toujours, je me trompe toujours quand je prononce son prénom, c'est François Duris, celui qui a joué dans les faits. Romain Duris, voilà, Romain Duris. Voilà, je dirais Romain Duris. Ça marche. À toi. Le film que tout le monde a aimé sauf toi. Oula. Ah ouais, mais je sais. Le Grand Bleu. Je l'ai pas vu. Voilà, classique Moi du non cinéma. plus. Pourquoi t'as pas aimé? Alors, en fait, mon père me l'a montré beaucoup trop tôt et je me suis ennuyée à mourir. Et en fait, depuis, je suis traumatisée, j'ai pas envie de le revoir. Ouais, et je sais que tous mes potes me disent mais Julia, regarde-le, j'ai pas envie. Donc ça viendra un jour, mais pour le moment, c'est pas. Je comprends. Peut-être t'avais pas la maturité nécessaire. Ouais, je sais pas. C'est ça. Ça marche. À toi, Anaïs. Alors, dans une équipe de tournage, quel serait ton poste? Alors, moi, j'aime bien la régie, organisée, et j'aime bien aussi la réal. Voilà. Ok. Voilà. En fait, j'aime un peu tout, juste pas le son. Même si on a super prof de son, merci Arnaud, mais le son, c'est vraiment pas mon truc, c'est pas assez concret pour moi, c'est pas assez palpable. Voilà, ni les lumières, mais tout le reste, ok, voilà. Je comprends, je comprends. Ni superviseur FX, ce serait pas pour moi, mais tout le reste, ça me dérange pas. Ça marche. À toi. Julia, à toi. De quel sujet tu aimes parler dans tes réalisations? Oula. Alors, je parle de beaucoup de choses. Mais plein de choses, comme je disais, j'aime bien être polyvalente. Donc autant, des fois, j'aime bien traiter des sujets qui m'inspirent, comme le tatouage ou même, j'en ai aucune idée. Mais après, en fait, j'ai fait beaucoup de projets, mais qui n'ont rien à voir les uns autant que les autres. J'ai monté des trucs drôles pour W9, comme j'ai fait des choses pour des entreprises. Donc, j'ai pas de choses en particulier que j'apprécie, on va dire. Voilà. D'accord, t'aimes bien travailler un peu sur tout. Oui, exactement. Ça te plaît? C'est ça. Très bien. À toi, Anaïs. Alors, ton genre préféré? Pareil, j'ai pas de genre préféré. Enfin, franchement, c'est. Tout convient du moment que c'est un bon film. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, juste sauf les films d'horreur, c'est vraiment pas ma cam, mais tout le reste, c'est. Je trouve que se cantonner à une chose préférée, c'est se couper un peu des autres choses, et j'aime bien garder l'esprit ouvert à tout, donc voilà. Après, je suis un peu fleur bleue, donc j'aime bien les petites comédies romantiques une fois de temps en temps, on va dire, mais voilà, j'ai pas de genre préféré. Ok. Un film de 50 minutes ou de 3h30 3h30 avec pause alors. Avec entracte. Ouais, parce que 50 minutes c'est trop court. Tu commences à être dans le truc et ça se termine, je pense que t'es pas bien. Donc 3h30 avec une pause, c'est cool. C'est sûr. À toi. Ok, dernière petite carte. Le premier film que t'as vu. Donc que tu te souviens avoir vu, du moins. Au Alors, cinéma. je sais que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Lassie. C'est le premier film que mes parents m'ont emmené voir au cinéma, et pour la petite anecdote, j'ai pas pu rester jusqu'au bout parce que je me suis mise à pleurer et je dérangeais les autres, donc mes parents ont dû me sortir de la salle de cinéma, mais voilà, c'est le premier film que je suis allée voir. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon courage. Bonne continuation à vous. À vous également. Merci. On va maintenant lancer la petite page de pub, la suite des pubs réalisées par les premières années de montage vidéo. C'est parti. On est de retour sur MGM Live. Et nous allons accueillir à présent notre dernier invité de cette émission. Il s'agit de Martha Anglada, artiste plasticienne. Bonjour. Qui a collaboré avec la formation styliste et déco. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous et votre parcours? Très bien. Voilà, je me présente. Je m'appelle Martha Anglada. Je suis artiste plasticienne. Je suis espagnole, c'est pour ça que j'ai cet accent. Et j'habite en France depuis déjà 14 ans. Et comme je vous ai dit, je suis artiste plasticienne et je réalise des céramiques, des peintures, et des murs en street art et des collages. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous a mené vers cette voie?
Alors, moi j'étais une étudiante en histoire de l'art quand j'ai décidé de me mettre dans toute cette affaire. Et j'ai passé ma vie à étudier la vie des grands artistes et à me dire waouh, quel talent merveilleux qu'ils ont. Et un jour, j'ai fait une belle rencontre qui a fait qu'un jour, je me suis mis à peindre. Et depuis ce jour-là, je ne suis pas arrêtée. C'était un artiste peut-être? C'était un artiste qui m'a introduit dans tout ça. Et c'était totalement imprévu. Hein. Je ne savais pas qu'un jour je ferais ça. Parce que quand j'étais petite, j'ai fait la peinture comme tout le monde, mais après, je suis arrêtée, l'adolescence, je suis passée à autre chose. Je n'avais pas une inclination hyper forte, ou je n'étais pas spécialement douée non plus. Ou personne m'avait dit, enfin, peut-être tu pourrais faire ça. Oui. Mais un jour, lors de mon parcours d'études théoriques, j'ai fait cette rencontre qui a fait que je me suis dit, il faut que je fasse ça toute ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous vous êtes mis à travailler avec lui? Je me suis mis à travailler tout de suite, d'un jour à l'autre, et je me suis prise d'une obsession phénoménale qui a fait que je me suis mis à créer sans savoir par où commencer parce que je n'avais pas du tout de base ou quoi que ce soit. Et je fais comme je peux. Vous avez juste foncé droit voilà, devant. Sans trop penser parce que sinon j'aurais jamais continué. Et au final, ça a été une très bonne décision pour vous? En principe, oui. On verra. C'est pas fini les jeux, mais on va voir. Comment vous décririez votre style et votre univers artistique? Waouh, c'est une question assez difficile. Hein. Du fait que j'ai fait des choses assez diverses et que tout mon travail est basé sur l'improvisation, en vrai, on peut dire que c'est de l'art brut dans le sens où je n'ai pas de formation plastique en tant que telle. Et je fais ça, comme on dit vulgairement, au pif, si vous voulez. Et après, je vois beaucoup de surréalisme du fait que tout est improvisé et c'est une sorte d'écriture automatique que je mets en place, mais à un niveau plastique. Et, il y a aussi beaucoup de références au street art, comme vous pouvez voir, que j'affectionne énormément. Et disons que toute mon œuvre baigne beaucoup dans tout le XXe siècle. Hein. Moi, j'adore tous les artistes du XXe, les Américains, tous les Espagnols qui sont passés en France. Bref, j'ai plein d'inspirations diverses. Ok. Est-ce qu'il y a une manière de travailler qui revient souvent dans vos créations? Alors, on va dire que j'ai fait toujours la même chose, presque. Et la manière que j'ai de travailler, c'est prendre des décisions petit à petit. C'est-à-dire, je vais prendre qu'une décision à la fois. D'accord. C'est-à-dire, je ne réfléchis pas du tout. J'arrive, j'ai quelque chose, si c'est un tableau, je prends un tissu blanc et je vais commencer à mettre une pièce et ensuite une autre, comme un puzzle, en fait. Ok, c'est une idée après l'autre, en fait. Tout à fait. Vous n'avez pas d'idée de base déjà? Non, c'est un peu comme la vie. Chaque jour, c'est un nouveau jour et chaque jour, on fait un pas. Ouais. Et c'est un peu pareil, plastiquement. Ouais. Ok, très intéressant. Comment vous en êtes arrivé à collaborer donc avec une école à MJM? Comment ça s'est passé? Mais ça a été une super chance parce que, encore une fois, une belle rencontre dans la vie. Et j'ai connu un des profs qui travaille ici, qui m'a invité à collaborer avec les élèves de stylisme et modélisme. Et il m'a dit si ça me plairait de participer avec la classe pour faire un workshop collage. Et ça m'a beaucoup plu l'idée. Du coup, on a fait ça au premier abord. Les élèves ils sont venus à mon atelier pour voir mes œuvres. Et ensuite, dans cette workshop collage, on a fait quelque chose d'inspiré. Je ne sais pas si vous connaissez les poupées en papier découpé. Vous voyez, c'est très ancien ça. C'est quelque chose qui vient du XVIIIe siècle. C'est des poupées en papier qu'on découpe et après on va mettre les petits vêtements. D'accord, c'est un petit format? C'est un petit format et c'est les gamines qui jouaient à ça. Et ils mettaient les petits avis aux poupées. C'était quelque chose que même quand moi j'étais enfant, on faisait. Là, c'est complètement démodé. Et on a fait ça avec eux. Du fait que c'est un groupe de stylisme et modélisme, je me suis dit que faire un collage en liaison avec la mode, c'était quand même percutant. Ok. Et voilà, pour tout dire, ensuite j'ai fait une collaboration avec la classe de décoration parce qu'ils ont fait une installation pour accueillir les stylismes et modélismes qui ont créé la classe des modes. Parce qu'une fois qu'on a fait les workshops collage, ensuite on s'est donné rendez-vous pour créer des stylismes. Et du coup, j'ai été porteuse de commande, j'ai dû leur commander donc des vêtements. Et comme ils ont passé à l'atelier voir les œuvres, ils se sont inspirés de mon travail pour créer ensuite des vêtements. Et tous ces vêtements, ensuite, ils sont passés à... bon, là, tout à l'heure, je les voyais, ils étaient en train de faire un shooting, justement, dans cet endroit, dans cette mise en scène qui ont créé, justement, la classe de décoration et inspiré aussi de mon travail. C'est ce qui me fait super plaisir. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre en particulier aux élèves?
Alors, moi, j'ai essayé de leur transmettre ma passion pour l'art. Après, je ne sais pas si j'ai réussi vraiment, mais je voulais qu'ils voient qu'il faut persévérer beaucoup et que c'est bien de faire utiliser ses mains et d'être créative et de tenter les choses, en fait. Ok. Et est-ce que dans ton travail, tu es plutôt du genre à répondre à des commandes de clients ou à être... Est-ce que des fois tu fais des œuvres juste pour toi-même et tu les vends ou tu les gardes pour toi-même même Alors généralement c'est ça. Généralement moi je vais produire et ensuite je vais exposer et lors des expositions je vais faire des ventes. Et dans d'autres cas je vais me retrouver dans des situations où, par exemple l'année dernière j'ai fait une commande pour la mairie de Toulouse et j'ai fait des murs de street art qui m'ont été commandés pour embellir un peu la ville. Mais en général j'ai produit et je vends ensuite. Pour les céramiques, c'est pas pareil. Parfois, j'ai des commandes spécifiques, mais j'avoue que, par l'instant, je me débrouille en faisant un peu ce que je veux. Ok, vous avez parlé de street art dans Toulouse. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut voir votre trace? Alors, en ce moment, il y a pas mal d'œuvres à Ramonville. Vous pouvez voir beaucoup de transformateurs électriques qui ont été peints. Et ensuite, il y a aussi à l'université Chapoux. Pas Chapoux, ce n'est pas l'université, c'est une commande de l'université, mais il s'agit de, comment on appelle, là où ils sont logés les élèves universitaires. Des résidences? Tout à fait. D'accord, ok. Donc pour la résidence, vous avez une commande pour embellir au sein de la résidence, à l'intérieur, j'ai fait un mur. Ouais. D'accord, ok. C'était d'ailleurs mon premier mur. Je n'avais jamais fait des murs auparavant. J'avais peint des grands formats, parce que j'aime beaucoup moins peindre un grand, mais c'était la première fois, c'est lui, que j'ai peigné. Que j'ai peigné des dimensions si grandes en fait. Ah oui, donc ça, oui, par rapport au radiateur, on voit voit la taille du mur, il y a bien 5-6 mètres de longueur là. Plus ou moins, oui, j'en ai pas. Combien de temps de travail pour un mur comme ça? 2 jours et demi. 2 jours et demi? Oui. D'accord, ok. Tranquille, En prenant le temps. Ok, impeccable. Tu t'inspires d'un courant artistique en particulier? Alors, je suis très inspirée, comme je vous ai dit tout à l'heure, de tous les artistes du XXe siècle. Et je n'ai pas d'artiste particulier d'affection, mais voilà. En fait, j'essaie de ne pas trop penser quand je travaille, parce que justement, je ne vais pas trop être polluée par d'autres gens, vous voyez, parce qu'on est dans un monde où on est tellement entouré d'images tout le temps que tout de suite, on peut prendre on peut faire des choses qui sont déjà faites. Hein. Du coup, j'essaye de pas trop regarder parce que je vois de l'art tous les jours, mais disons que j'essaye de pas trop réfléchir. Moi, j'utilise mes mains et j'y vais, c'est tout. Okay. Est-ce qu'il y a un projet en particulier dont tu es vraiment fière? Il n'est pas encore arrivé, ce projet-là. J'espère qu'il arrivera bientôt. Il est en route? J'espère bien. J'espère qu'il est en route, il se cuisine, mais je ne le sais pas encore. D'accord, ok. Et est-ce que je me permets de te bien tutoyer? Sûr. Tu sais que dans mon pays, on tutoie tout de suite. Tout le monde se tutoie? Je ne suis pas du tout gênée. D'accord, bon, ça marche. Donc tu travailles à Toulouse. Qu'est-ce que tu penses du street art à Toulouse? Est-ce que c'est une ville agréable pour progresser là-dedans? Alors, je ne sais pas vraiment si pour progresser, mais en effet, il y a plein d'artistes et il y a beaucoup de créativité dans cette ville. Je pense que c'est lié au climat. Et en fait, voilà, vous savez bien qu'il y a plein d'endroits à Toulouse où il y a des street artistes ou d'artistes tout court. Après, je ne sais pas si c'est la ville vraiment française où on peut vraiment progresser un maximum. Hein. Je pense qu'il faudrait y aller à Paris. Hein. Mais ça reste une ville très agréable à vivre. Je pense que ça c'est fondamental pour avoir une qualité de vie et se sentir à l'aise pour travailler. Ok. Vous avez plus de questions? Pour nous, je parle très rapidement peut-être. En fait, oui, c'est passé plus vite que prévu. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente sur ce plateau. Merci d'avoir partagé votre univers. Merci. Et on vous souhaite... On vous souhaite une bonne continuation et que le projet se réalise. Hein. Votre grand projet, on espère qu'il arrive vite. Je vous raconterai tout MJM. Ça marche. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est déjà la fin du live. On espère que vous aurez passé un bon moment avec nous et que vous en aurez appris un peu plus sur votre future école. On se retrouve dès demain pour une première émission de 10h à midi et la prochaine qui suivra de 14h à 16h avec d'autres formations qu'on vous fera découvrir, d'autres interviews, d'autres projets d'élèves, d'autres jeux et plein d'autres surprises. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.